Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 102, je suis hypé, je te préviens, aujourd'hui je suis chaud, en fait je suis chaud régulièrement, mais là aussi, un petit peu plus peut-être. J'ai été courir hier, je vais m'entraîner aujourd'hui, ma routine sportive est trop stylée, j'adore, je me plais, en fait c'est cool, la vie est belle, la vie est stylée. Et ça fait du bien de le réaliser, peu importe où on en est, on peut toujours trouver ça et putain, je suis chaud. Bienvenue dans ton rendez-vous hebdomadaire de développement de soi, dans ce podcast. Tous les dimanches, un nouvel épisode. Je sais que certaines personnes ont leur petite routine maintenant, on m'a écrit pour me dire « Ouais, j'ai ma petite routine, j'écoute tous les jours, tous les mêmes jours. » Alors, tu vois, vu qu'il y a un épisode qui sort tous les dimanches, tu peux intégrer ça dans ta semaine et ça me fait plaisir de savoir ça parce que moi aussi, j'ai intégré ça dans ma semaine, de sortir un épisode tous les dimanches maintenant. Donc voilà, réjouis-toi parce que c'est un bel épisode qui t'attend. Je sais pas, il devrait être assez long. Je sais pas encore, toi tu sais déjà, mais ça devrait être pas mal. D'ailleurs, petite note, je te recommande de sourire. Putain. Vas-y, souris, là maintenant. Tu m'écoutes, je sais pas ce que tu fais, t'es dans la rue, personne sait que tu m'entends. Souris un coup là, tu vas voir, c'est stylé. Sourire, c'est gratuit, c'est un moyen immédiat de te sentir mieux, d'augmenter ton humeur, de te connecter de façon plus puissante et positive avec les gens autour de toi. C'est trop stylé. Et on a tous accès à ça là, maintenant, tout de suite, putain. Let's go. Let's go. Alors, dans cet épisode, on devrait aborder les 3 commandements psychologiques de l'argent suivants, parce que cet épisode va suivre un petit peu les épisodes 98 et 100, on est un petit peu sur la lancée, je me suis dit on va continuer, pourquoi pas, on est lancé, let's go, on est chaud, il paraît. Dans cet épisode, on va parler des différences de compétences et de mindset qui sont importantes entre devenir riche et rester riche, c'est pas exactement la même chose. On va parler du fait qu'on peut perdre presque tout le temps dans la vie, mais quand même gagner énormément. Donc on va parler de persévérance, on va parler de ne pas abandonner. Pas tout de suite en tout cas. Et on parlera un peu de liberté, quelque chose qui est à juste titre souvent associé à la thune. Thune, liberté, argent, tout ça. Il y a des nuances, il y a beaucoup de subjectivité. On va y revenir, c'est un épisode sympathique. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu la suite du 98 et du 100. Cet épisode est à nouveau du coup basé sur ce livre que je montre qui s'appelle The Psychology of Money, par Morgan Housel. Morgan Housel. Morgan Housel. Je te mets les liens en description, mais bon, je ponce un peu ce livre dans ces épisodes. Enfin, en fait, j'essaie d'en tirer le résumé très rapide que j'emballe énormément avec des anecdotes et des expériences personnelles, parce que c'est comme ça que je trouve ça le plus apparentable, le plus stylé. Et puis, mon idée, c'est pas juste de résumer des livres, j'ai envie de faire plus que ça, en fait. J'aime penser que je suis capable de faire plus que de passer du stabilo dans un livre et de lire ce que j'ai souligné. Bref. Et on passe un bon moment tous ensemble, on écoute, on parle de thunes, mais on parle surtout de dev perso et de dev perso au sens stylé du terme. Parce que dev perso, il paraît que parfois c'est pas bien. Moi, je suis désolé, je n'ai pas trouvé de bons arguments comme quoi le dev perso, c'est pas bien. J'en ai trouvé, sauf que chacun sa définition du dev perso. Et effectivement, suivant la définition que tu choisis, évidemment, il y a des abus, il y a de la merde, il y a des gens qui profitent, il y a des gens qui utilisent ça pour leurs propres intérêts au détriment de ceux des autres. C'est de la merde, on s'en fout. À quel moment... Enfin bref, s'améliorer soi-même, dans le sens très global du terme et dans n'importe quel domaine de sa vie, c'est la base, d'après moi, voilà, c'est moi qui l'ai dit, donc c'est forcément vrai pour avoir une vie stylée. Et qui n'a pas envie d'une vie stylée? Je suis désolé, mais personne. Bref, je m'étale un tout petit peu, mais c'est juste pour dire qu'on parle un petit peu argent et finance dans cette série d'épisodes, comme tu l'as peut-être remarqué dans les 2 précédents si tu les as écoutés. Mais en fait, on parle beaucoup. Il y a énormément de parallèles avec la vie de tous les jours, avec énormément de domaines de la vie et des réflexions très intéressantes qui peuvent découler des éventuelles considérations qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent, qui peuvent évidemment s'appliquer à beaucoup d'autres choses dans la vie. C'est pour ça que c'est
que c'est intéressant, en plus que du fait que ça soit important d'avoir une éducation financière, quelque chose qu'il faut reconnaître à l'école, on nous apprend assez peu normalement, c'est un petit peu à la charge, c'est à la charge de personne en fait. On pourrait se dire c'est à la charge des parents, c'est à la charge de soi-même. En tout cas, si personne n'a pris cette charge, ça nous incombe à nous-mêmes de l'apprendre, d'en prendre la responsabilité, de savoir un tout petit peu comment gérer un peu sa thune, parce qu'on est obligé en fait dans cette vie. Pourquoi ? Parce qu'on nous force à payer des impôts à la fin de l'année, ce qui est très bien, dans une certaine mesure évidemment, mais on nous apprend pas comment gérer nos thunes et puis déclarer nos impôts. Bref, c'est un autre débat, mais l'éducation financière dans le sens large du terme, c'est intéressant, d'autant plus qu'on a des considérations psychologiques, comme je l'ai dit, et comme ça me passionne pas mal, je dois dire. Donc, pas obligatoire d'avoir écouté les épisodes 98 et 100, mais bon, c'est quand même bien parce que c'est un peu dans la continuité du truc. Mais voilà, je vais très rapidement résumer ces anciens épisodes. Enfin, je vais juste mentionner les thématiques qu'on avait abordées, mais tout est indépendant. Voilà, on va se lancer, mais juste avant, je veux quand même remercier. Je suis là, j'ai envie de remercier. Merci. C'est fini, j'ai remercié, on peut passer à la suite. Non, je veux remercier toi qui écoutes le podcast. Je veux remercier les nouvelles personnes qui sont arrivées sur le podcast ces 3 derniers mois, parce que le podcast, en fait, il a plus que doublé ces 3 derniers mois, peut-être parce que j'y ai travaillé à plein temps, plus qu'avant, et je n'ai pas raté d'épisode, en fait. Je crois que ça joue, hein. C'est con, mais la régularité, dans beaucoup de choses, ça paye, en fait. Le podcast a atteint le top 11 des top podcasts en France sur Spotify. C'est quand même assez stylé, numéro 11 sur toute la France. Franchement, c'est très cool. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Je rappelle qu'il y a plus de 100 épisodes qui ont été enregistrés. Il y en a énorme. En fait, ils sont tous stylés. Voilà, je suis désolé, je suis peut-être biaisé, mais ils sont tous cool. Il y en a qui te parleront plus que d'autres, mais je te recommande d'aller écouter ceux que tu n'as pas encore écoutés lorsque tu fais des trucs dans ta vie où tu as l'espace mental d'écouter un podcast. Comme ça, tu peux avancer dans ta vie tout en apprenant des trucs. Et ça, c'est quand même assez cool. Ça ne veut pas dire qu'il faut constamment avoir un truc dans les oreilles, je pense pas. Mais dans beaucoup d'occasions, ça peut être bien sympathique. Donc voilà, de même, je voulais faire un tout petit, un petit merci déjà, mais je voulais faire une petite annonce. Il y a une option sondage sur Spotify que je vais utiliser. Voilà, ça y est, je me chauffe, je me sens plus. On part sur des trucs. Il y a une option sondage que tu pourras retrouver sous cet épisode-là, dans lequel je te demande, si tu veux, de voter pour les sujets d'épisodes solo prochains, notamment, que tu préférerais voir arriver en premier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues, il y a beaucoup de choses desquelles j'ai envie de parler. Et j'ai déjà préparé un petit peu certaines notes à propos de certains trucs. Donc, si tu veux aller voter pour voir ce que tu aimerais voir le plus rapidement possible, eh bien, tu as du pouvoir sur la production de ce podcast. Et ouais, c'est incroyable. Tu peux voter, tu peux donner ton vote, qui aura sa conséquence. Il y a différents sujets, tu vois, j'ai des épisodes de storytelling perso qui vont arriver avec plus d'inspiration dedans. J'ai probablement un nouvel épisode sur l'argent, parce que celui-ci ne sera pas le dernier. Un épisode sur les jeux vidéo, ma relation avec, un épisode sur les relations amoureuses, les énergies, un épisode sur comment choisir ses amis, des épisodes sur le sport, la nutrition, des épisodes en duo. Bref, je suis chaud à ce que tu ailles voter pour ce que tu veux voir en premier ou ce que tu préfères. Comme ça, moi, je me rends un petit peu mieux compte par rapport à toi qui écoutes. J'ai envie de t'écouter, de t'entendre et de prendre en considération ton opinion pour la suite de la production de ce podcast. Merci d'en faire partie, merci d'être là, ça fait méga plaisir. Pendant que tu votes, profites-en pour poser 5 étoiles sur ce podcast si jamais tu l'aimes bien. Voilà, ça me fera plaisir. Tu peux aller poser ça sur iTunes, oui, et sur Apple Podcast aussi. C'est très très cool. On se lance sans plus tarder dans le mini-résumé des épisodes précédents. Dans l'épisode 98, on a parlé des 3 premiers commandements qui étaient « Personne n'est fou vis-à-vis de l'argent, même si les gens font des trucs de ouf ». Le deuxième, c'était un chapitre sur la chance et le risque. Le troisième, c'était un chapitre sur « Jamais assez ». Qu'est-ce qui est assez d'argent ? Très psychologique. Le quatrième, qui était dans l'épisode numéro 100, c'était l'effet cumulé, les intérêts composés, plus ce que je pouvais conseiller, avec des gros guillemets, parce que ce ne sont pas des conseils d'investissement, mais ce que je pouvais conseiller en termes d'investissement quand même, notamment par rapport à l'investissement en soi avant d'investir dans des produits financiers. Et j'ai partagé ma hiérarchie perso d'investissement, soit l'ordre dans lequel
je ferai les choses et je placerai mon argent. Voilà, ça c'était pour les épisodes précédents. En quelques secondes, on part, bien sûr, dans la suite, là tout de suite. Chapitre numéro 5 de ce cher livre, Let's Go. Il s'appelle Getting Wealthy versus Staying Wealthy. On l'a vu, devenir riche versus rester riche. Et ce qui est intéressant vis-à-vis de ça, c'est qu'on réalise bien à quel point ces deux capacités sont connectées, mais pour autant, elles sont assez à l'opposé l'une de l'autre en quelque sorte. Devenir riche, ça demande de prendre des risques quand même assez souvent, d'être optimiste et de se lancer à découvert d'une certaine façon, alors que rester riche, ça demande l'opposé de la prise de risque trop exagérée, ça requiert de l'humilité et assez de peur que ce qu'on a créé, ça peut être perdu ou ça peut être repris aussi vite qu'il est venu. Ça dépend évidemment des conditions d'accumulation de la richesse, mais quand même, il y a certains comportements qui sont un petit peu à l'opposé en ce qui concerne l'accumulation versus le maintien de la richesse. Ça requiert en fait, rester riche, ça requiert de reconnaître qu'au moins une partie de cette richesse qu'on a pu avoir peut être attribuée à la chance, par exemple. Il faut avoir l'humilité de se dire, en fait, j'ai quand même peut-être eu quelque part un petit peu de bol. Et donc, si à un moment donné, j'ai eu un peu de bol, peut-être que je pourrais manquer de cul et tout reperdre. Ça peut arriver et c'est pour ça qu'il faut faire attention un petit peu aux différentes mentalités qu'il faut cultiver vis-à-vis de l'argent. Rester riche, ça demande juste assez de frugalité et de paranoïa dans sa façon de procéder à partir du moment où on est riche, entre guillemets. Riche, évidemment, riche, ça ne veut tout et rien dire, ça dépend surtout de la personne qui utilise cet adjectif. Voilà, chacun aura sa définition, mais il n'empêche que c'est important de pouvoir le maintenir si jamais c'est important pour nous d'être riche, entre guillemets. Et évidemment, à nouveau, on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour se sentir riche et pour avoir quelque chose à perdre. Donc il faut quand même cultiver ça. Ça venait de l'auteur, cette phrase, tu vois, la frugalité et la paranoïa. Ça veut dire qu'à la fois, il faut rester assez sobre, il faut rester assez simple, assez tempéré dans son comportement. Mais en même temps, il faut être aussi un peu parano, c'est-à-dire un tout petit peu. Parano, d'ailleurs, on va développer ça dans ce chapitre. Ça veut pas dire qu'il faut croire que à tous les coins de rue, quelqu'un va vouloir te braquer ta thune. Mais il faut quand même garder en tête l'éventualité qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie de te braquer ta thune ou des catastrophes, on dira, ou des événements qui ne dépendent pas uniquement de la méchanceté de certaines personnes en particulier, qui peuvent aussi te mettre des coups dans le porte-monnaie. Voilà, concrètement. En gros, ça demande un instinct de survie et ça demande de privilégier certaines choses, dont 3 points différents sont mentionnés par l'auteur dans son chapitre. Voilà, parce que c'est comme ça qu'il a voulu structurer son truc, tu comprends. Je vais te les énumérer et puis ajouter ma petite touche, mes petites expériences par-dessus. Premier point qu'il mentionne, il dit que plus que des gros retours sur investissement, on veut être financièrement indestructible entièrement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas pouvoir être détruit entièrement financièrement. Parce que si c'est le cas, alors seulement on peut avoir les plus gros rendements parce qu'on survivra assez longtemps pour pouvoir bénéficier de la magie des intérêts cumulés. Le but, c'est qu'en fait, on se mette autant que possible dans une position dans laquelle on ne peut pas se faire oblitérer par les événements, les autres ou la vie. Financièrement, c'est ce dont il parle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout risquer. Il ne faut pas tout risquer, en fait. Il ne faut pas tout risquer. C'est probablement comme ça que tu peux résumer le truc, parce que si tu risques tout, même si c'est avec très peu de chances que ça arrive, si tu perds tout, si tu es sorti du jeu, tu as perdu, en fait. La seule façon de perdre complètement au jeu, c'est de se faire détruire, on dira, de se faire kicker du jeu. Et le but, c'est de ne pas prendre des risques. Enfin, on l'a vu justement dans l'épisode précédent, si tu arrives à pouvoir bénéficier plus rapidement d'un certain effet cumulé sur ton investissement en toi, mais aussi sur ton investissement financier,
C'est là que tu vas pouvoir maximiser en fait les retours sur tous tes investissements et tous tes risques également. Trop risqué, c'est tout risqué, c'est trop risqué du coup. Parfois, le pire scénario, justement, il a extrêmement peu de chances de se produire, mais quand c'est le cas, c'est catastrophique. Et c'est là qu'il faut justement prendre le temps de considérer en fait un peu ces différents scénarios. Je me souviens d'un cours de risk management que j'ai eu en HEC à l'université, là, il y a... Bon, ça commence à dater, putain, il y a, je sais pas quoi, 8 ans, quelque chose comme ça. Bordel, c'est vieux, je me fais vieux. Ça fait longtemps que j'ai terminé les études, mais j'ai jamais travaillé depuis. Ah, le con. Non, c'est juste que j'ai travaillé pour moi derrière. Donc, je suis resté dans ma chambre, là où j'étudiais. Maintenant, je fais d'autres trucs. Bref, je me souviens qu'on avait étudié ça à l'Uni. Comme quoi, c'est un petit peu le côté... la long tail, comment on dit ça en français ? En fait, t'as l'amas de probabilités qui peuvent l'amas de scénarios qui peuvent se produire, et t'as des scénarios qui sont aux extrêmes, qui sont vraiment extrêmement peu probables, mais s'ils se produisent, par exemple, la catastrophe est totale. Et ça, on avait appris dans le cadre d'institutions financières à hedger ça, c'est-à-dire à se protéger contre ce genre de scénario absolument catastrophique, très peu probable, mais potentiellement mortel. Tu vois, est-ce que si tu as 0,00001% de chance de mourir dans ce cas de figure, est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque ? Parfois oui, parfois non. Ça dépend de chacun, mais l'essentiel, c'est peut-être pas la meilleure. Mourir, je dirais pas ça littéralement, tu vois. Peut-être mourir financièrement, c'est peut-être trop risqué. Et surtout qu'en fait, quand ça arrive, la plupart du temps, on va pas se mentir, la plupart des gens, ils se posent pas devant leur fichier Excel en réfléchissant pendant longtemps, quels sont les scénarios terribles qui pourraient se produire. Non, les gens, on part, les gens, tout le monde, moi y compris, on part, la tête baissée, on se dit, allez, let's go, ça va marcher de toute façon, easy. Et en fait, on réalise pas que certains scénarios catastrophiques étaient moins improbables qu'ils pouvaient n'y paraître quand on avait la tête dans le sable bien confortablement à se dire « Putain, en fait, on est en sécurité ici !» Ouais, c'est un petit peu ça l'idée. L'idée, c'est de se poser ce genre de questions de façon à éviter en fait des scénarios catastrophiques ou à les prévoir et à planifier pour, ça on va y revenir. Mais pas que, c'est aussi intéressant pour réaliser en fait que si ça se trouve, ces pires scénarios sont pas si catastrophiques que ça. Parce qu'à l'opposé, on peut se lancer plein de belles illusions comme quoi de toute façon ça va marcher. Et puis tu ouvres ton restaurant, puis tu réalises que tu connais rien à rien, et puis au business ou à la restauration, mais que tu trouvais ça stylé dans l'idée, et que de toute façon ça va marcher, j'ai qu'à ouvrir mon resto et les gens vont venir. Alors ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit ça, et c'est peut-être pas pour rien que les restaurants ont du mal à survivre dans les 2 premières années après leur ouverture, parce que en fait ça fonctionne pas complètement comme ça, tu vois. Mais d'un autre côté, parfois on se lance pas, parfois on a ce projet d'ouvrir un restaurant, on a ce projet de faire X ou Y qu'on n'ose pas parce qu'on a peur que ça foire, mais en fait des fois on réalise pas parce qu'à nouveau on n'a pas pris le temps, on n'a pas pris une demi-heure de sa vie pour se poser quelques questions, pour réaliser qu'en fait, on risque pas autant qu'on en aurait l'impression. Je te donne un exemple qui me parle particulièrement personnellement. C'est que pour me lancer sur YouTube, typiquement, et dans l'entrepreneuriat, il y a maintenant 5 ans et demi, un petit peu plus, je m'étais justement posé les questions du pire scénario possible. Je me les étais posées, pourquoi ? Parce que j'avais entendu parler de ça aussi dans un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, The 4-Hour Work Week, un vieux livre de Tim Ferriss qui parle justement d'argent et de liberté. Tiens, c'est marrant ça. Un livre que je pourrais recommander, même si il est un peu démodé techniquement, mais dans les principes, il n'est pas démodé du tout, d'autant plus avec l'essor du télétravail aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui résonneraient avec certaines personnes, je pense. Ça avait résonné un peu avec moi, notamment parce qu'à un moment donné, il se dit « Mais mec, qu'est-ce que tu risques ?» Et c'est là que je m'étais posé et je me suis dit « Ok, si je commence à faire des vidéos sur YouTube et que j'essaie de faire des trucs pour que ça marche, pour que je puisse gagner ma vie, parce que j'en parlerai dans un épisode storytelling dédié à cela probablement une fois. Mais moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était pour gagner ma vie. C'était pour gagner ma vie. Mon but, c'était d'en faire un moyen qui me permette de gagner ma vie. C'était pas un hobby, c'était pas un truc que je voulais faire en parallèle. Non, je me suis lancé dedans en mode, ok, j'y vais à fond.
Et mon but, c'est de pouvoir en vivre pour pouvoir faire ça longtemps, en partant du principe que ça va me plaire, hein, évidemment, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était avant d'avoir commencé et d'y avoir mis beaucoup d'heures. Quoi qu'il en soit, je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce que je risque si ça foire ? Ça, à nouveau, c'est en fonction de notre situation à nous. On a tous des situations différentes, on a tous plus ou moins de chance, de privilèges. Voilà, ouh là là, j'ai osé utiliser ce terme. On a tous une situation différente. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, on a ce qu'on a. On a eu ce qu'on a eu, en tout cas, en termes de cartes. Il faut essayer de jouer avec. Et c'est important, parfois, de poser ses cartes sur la table et de se dire, OK, voilà où j'en suis, voilà où je peux éventuellement aller. Qu'est-ce que je risque si jamais ça ne marche pas ? Moi, je me suis dit, OK, si jamais ça foire, j'aurai l'air con, concrètement. Socialement, j'aurais probablement l'air con. Après, c'est des suppositions, hein, évidemment, j'en avais aucune idée. Et je ne le sais toujours pas. Je ne le sais toujours pas parce que ça a fonctionné, tu comprends. Il y a eu une partie de tout ça qui a pu être ressentie quand même, mais c'était concret parce que je me souviens très bien m'être posé ces questions. Je me suis dit, voilà, tu vas t'afficher devant tes potes. Si ça marche pas, tout le monde t'aura vu t'afficher et ne pas réussir. Et ça, socialement, c'est un coup à encaisser, mine de rien. Je me suis dit que, voilà, devant mes parents aussi, hein, ça j'en parlerai, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que j'en avais parlé avec mes parents, comme quoi, laissez-moi ma chance, donnez-moi à manger, et puis laissez-moi habiter gratuitement chez vous encore un peu plus longtemps pour que j'essaie que ça marche. Si ça marche pas, mes parents l'auraient vu aussi, donc je les aurais peut-être, déçus d'une certaine façon, je sais pas exactement. J'aurais perdu un peu de thunes, pas tant que ça, mais il y avait quand même un peu de thunes à investir, il y a surtout pas mal de temps à investir. Donc voilà, mais concrètement, je venais de terminer mes études. C'était un moment plus ou moins propice pour faire ça parce que j'avais terminé mes études, donc j'avais un diplôme. Si jamais tout foirait en 6 à 12 mois, je pouvais retourner sur le marché du travail et puis accuser le coup socialement et puis accuser le coup dans mon CV en expliquant aux gens, en fait... j'ai tenté un truc entrepreneurial, ça a bien marché, mais en fait, j'ai décidé d'arrêter. Trouver une excuse, parce que pour le CV, tu vois, il faut se valoriser dans le CV. Donc, j'aurais valorisé mes compétences d'initiative, esprit entrepreneurial et tout, mais j'ai réalisé que c'était pas pour moi. C'est pas pour moi, en fait. C'est pour ça que je postule chez vous. C'est pour ça que je postule chez vous. Non, tu vois, c'était ce genre de considération qu'il fallait prendre en compte, mais au final, j'ai la chance que si jamais ça marche pas, mes parents auraient pu continuer à me donner un peu à manger et me laisser habiter chez eux pendant que je cherche un vrai travail, entre guillemets. Donc je me suis dit, j'ai quand même pas des masses de trucs à perdre. J'ai peu de chances de mourir, en fait, là-dedans. Littéralement, j'ai peu de chances de me retrouver à la rue. Le pire scénario possible, c'est je reste chez mes parents, j'ai l'air un peu con, et je dois aller chercher du travail pour faire oublier à tout le monde et à moi-même aussi, que ce que j'ai essayé de faire, ça n'a pas marché. Et c'est pas parce que tu essayes un truc que ça marche pas, que c'est ridicule, que t'as l'air con, ou que c'était une mauvaise idée, ou que c'est de la merde, ou que t'as rien appris. Bien sûr que non. Mais sur le moment, c'est pas toujours évident de le réaliser tout de suite. Hein. Quand tu viens d'essuyer ce qui ressemble à un échec, voire même un échec critique, c'est pas toujours évident de revoir ça sous une autre perspective. Et ça, parfois, on prend pas le temps de se demander. Je pense, j'ai pas de preuves évidemment, mais sincèrement, c'est obligatoire que certaines personnes n'essayent jamais ce truc qui les fait rêver, par peur de ce qui pourrait advenir si jamais ça marche pas. Mais parfois, on prend pas le temps de réaliser, ok, j'aurais l'air un peu teubé, mais en fait, ou alors, j'aurais l'air un peu teubé, j'ai investi une certaine somme d'argent, un certain temps. Mais alors, c'est quoi les downsides et c'est quoi les upsides ? Tu vois, on a parlé de ces queues de distribution avec des événements aux extrêmes qui sont très peu probables, on dira, mais chacun vont être associés à un résultat négatif, on dira, du côté où t'as pas envie que ça se produise, un résultat positif du côté où t'aimerais bien en fait que ça fonctionne, tu comprends ? Et si tu te dis, ok, le côté négatif, c'est j'ai l'air un peu con, et le côté positif, c'est si ça se trouve, je peux faire un truc incroyable, qui me fait plaisir, qui me passionne à première vue, duquel je pourrais gagner ma vie, duquel je pourrais peut-être bien gagner ma vie même, me mettre dans une bonne position alors que j'ai encore X années devant moi pour bénéficier de l'effet cumulé de la vie. Moi, c'est un petit peu ce que je me suis dit quand même, parce que quand j'ai vu que je ne pouvais pas en mourir, mais que l'upside, si jamais ça marchait, il n'y avait pas vraiment de plafond.
Il n'y avait pas vraiment de plafond. Je me suis dit, ah, mais attends, quand je vois ça, je suis obligé d'essayer en fait. Je suis obligé d'essayer. Là, statistiquement, mathématiquement, avec mon esprit rationnel comme j'ai, je ne peux pas me permettre de ne pas essayer, tu comprends? Et donc, je me suis pas permis, j'ai essayé et apparemment, je me suis retrouvé au bon endroit sur la queue. Je suis pas aux événements ultra extrêmes, hein, tu vois, mais je suis dans la partie de droite où je suis parfaitement satisfait de ce qui s'est produit, et donc forcément je n'aurais rien envie de changer, mais voilà. Donc je te dis ça juste pour que tu puisses peut-être remettre un peu en perspective toi aussi ce qui peut te donner envie, ce que tu peux avoir envie éventuellement, ce que tu as peur peut-être de tenter. Et je te parle pas seulement d'entrepreneuriat, de quoi que ce soit, c'est un exemple assez facile à ce niveau-là et forcément on peut s'y apparenter, mais ça fonctionne pour énormément d'autres choses. Ce mec dans la rue, cette meuf dans la rue que tu trouves séduisante. C'est quoi le pire scénario si tu vas... c'est peut-être pas le bon exemple. Ah bah non, parce que... Est-ce que la drague de rue est un bon exemple à utiliser ou à encourager? Bah moi je pense que c'est une bonne chose parce que à partir du moment où tu es bien éduqué, et t'as conscience de ce que tu fais, enfin bref, je vais pas entrer là-dedans parce que c'est pas vraiment le sujet de l'épisode, mais j'ai envie de dire, au pire c'est quoi? On te dit, bon bah non, ça m'intéresse pas, au pire on appelle la police pour du harcèlement. Non, mais alors, là, ce sera de ta faute, hein. Si on appelle la police pour du harcèlement, c'est que tu as fait quelque chose d'un peu abusé, très certainement. Je pense que tout le monde doit... enfin bref. Tout ça pour dire, le upside, c'est l'amour de ta vie, pour toujours, on dira. Le downside, c'est, en fait, non. En fait, ta tête me revient pas. Donc, laisse-moi tranquille, je vais continuer ma journée et on va plus jamais se recroiser dans la vie. Ok, ça peut sembler un petit peu terrible, mais c'est pas si grave par rapport à l'upside, tu comprends? Bref, voilà, c'était pour un petit exemple, comme ça. Pour en revenir à ce premier point de l'auteur, parce qu'on avance, putain, cet épisode va être long. J'étais financièrement indestructible, on dira, quand j'ai investi de mon temps et de mon argent dans ce projet perso qui était d'essayer de lancer mon truc il y a plusieurs années. Je ne pouvais pas être sorti complètement du game en cas d'échec. Mais si ça marchait, cette petite probabilité extrême de succès, relatif bien sûr, si ça se réalisait, alors effectivement, j'aurais pu me mettre en position pour toucher des très bons rendements à l'avenir et bénéficier d'un certain effet cumulé. Bref, comme je l'ai dit, ça valait la peine d'essayer. Un autre exemple purement finance, j'ai investi en crypto-monnaie. Clairement, j'y ai pas mis toutes mes économies ou j'y ai pas mis assez pour risquer qu'en cas de perte totale, ce qui reste relativement probable dans ce milieu assez volatile qu'est la crypto-monnaie, et bien que si tout se pète la gueule ou tout disparaît du jour au lendemain, je ne serai pas détruit d'une façon ou d'une autre. Ça, je vais y revenir parce que j'avais mentionné ça dans l'épisode précédent, ma relation avec les cryptos. Je vais y revenir dans le chapitre d'après. Je vais parler vite fait de ce qui s'était passé juste après. Bref, j'ai pas tout gagné. J'ai rien gagné. J'ai pas tout perdu par contre. Mais voilà, j'y reviendrai après. Deuxième point que l'auteur voulait faire par rapport à ce chapitre sur devenir riche et rester riche, c'était que c'est important de planifier, mais c'est encore plus important de planifier pour ce qu'on fera lorsque le plan ne se passera pas comme prévu. D'ailleurs, je ne sais pas s'il le dit comme ça dans le livre, je ne me souviens plus, mais il y a un truc en anglais qui dit failing to plan is planning to fail. C'est joliment dit, ça veut dire que échouer à la planification, c'est planifier d'échouer. Voilà, c'est une traduction un peu littérale, tu comprends ce que ça veut dire. Je pense que tu avais compris, j'espère que tu avais compris. L'anglais, c'est le GOAT. C'est le GOAT pour... enfin bref, c'est stylé d'apprendre l'anglais, voilà. Si jamais ce n'était pas encore le cas, je t'encourage énormément à y investir du temps, voire même de l'argent, bien sûr. Mais tout ça pour dire, il se passe tellement de choses imprévues dans le monde que ça peut être, à nouveau, dans la même veine qu'avant, intéressant de se demander ce qui peut se passer ou de prévoir un petit peu, planifier un peu ce qu'on pourrait faire si jamais tout fout le camp. Je l'avais mentionné dans l'épisode précédent, dans mes investissements, j'ai de l'argent dans la bourse, typiquement, et j'avais dit que j'étais allé me faire conseiller pour faire ça de façon efficace sans avoir à y mettre trop de temps. Personnellement, je suis allé voir des banquiers pour investir,
Et on m'a montré, voilà, on a fait mon profil d'investisseur, on m'a montré un peu différentes projections, tu sais, en mode, on te montre, ok, avec votre profil d'investissement et les rendements qui peuvent être espérés, bah, si vous aviez investi à tel moment durant les 50 dernières années, ensuite il s'est passé une catastrophe, bah, ça vous aurait pris 5, 10 ou 2 ans pour revenir au point zéro. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, tu investis beaucoup d'argent fin 2007, juste avant l'énorme crise des subprimes qu'il y a eu, où tout s'est pété la gueule, bah ça t'aurait pris un certain nombre d'années pour que ensuite tu reviennes à 100 balles. Si tu avais investi 100 balles, bah boum, si jamais tu tombes à, je sais pas combien c'était, je me souviens pas, tu vois, j'en ai pas grande idée. Tu tombes à 60 balles, bah derrière ça aurait pu te prendre des années jusqu'à peut-être même une dizaine d'années, parce qu'ensuite on est monté, ensuite il y a eu une forte croissance économique sur les 10 années qui ont suivi. Mais ça t'aurait pris un certain temps. Et là, on m'a montré tout ça et on me dit, ok, bah comme ça, on peut se baser, on peut voir un peu les événements imprévus qui se sont produits et puis ce qui a pu se passer. Le truc, c'est que en fait, on regarde les derniers pires événements. Moi, on m'a montré un graphique avec les derniers pires événements qui se sont produits, tu vois, genre 2008 ou je sais plus quoi. Et puis en fait, je réalise que bah en fait, c'est cool. Mais juste avant que cet événement il se produise, bah on regardait à ce moment-là, on regardait l'ancien pire événement et on n'avait aucune idée qu'il y avait un truc encore pire qui allait débarquer. Tout comme là, on n'avait aucune idée qu'il y a des trucs qui allaient tomber. Avant la pandémie, on n'avait aucune idée, probablement, que ça allait débarquer. Avant la guerre en Europe, là, on n'avait aucune idée que ça allait peut-être débarquer. Et ça, c'est des trucs, au final, c'est bien joli de regarder le passé, mais c'est bien connu en finance que regarder le passé pour prédire l'avenir, ça fonctionne très peu. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas moyen de prédire le prix d'une action à court terme, à très court terme. À moyen long terme, en investissant dans le marché, bah, y a une tendance haussière. C'est bien pour ça que si tu mets ta thune dans un indice du marché général, t'attends 10, plus tu investis sur une longue période, plus tu es sûr d'être en positif. Et ça, historiquement, ça s'est révélé aussi qu'à n'importe quel moment de l'histoire, on dira des 70 dernières années, si tu avais investi et que tu n'avais pas retiré ton argent pendant 15 ans de suite, peu importe à quel moment tu as investi, même au pire moment, tu aurais quand même 15 ans après, peut-être pas 15 ans après, si c'était juste après à nouveau un événement dramatique, mais même, il y a un ordre de grandeur du genre qui fait que tu aurais de toute façon été positif. Bref, tout ça pour dire, on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça vaut la peine d'être pessimiste parfois dans sa planification, juste au cas où, juste pour être sûr. Tu vois, je sais très bien qu'avec la boutique Eric Flag, typiquement avec Nico, avec qui on a cofondé cette boutique il y a 4 ans maintenant, bientôt, on a toujours été et on est toujours aujourd'hui assez pessimiste dans nos calculs de coûts, de frais, que ce soit lié aux coûts logistiques, que ce soit lié aux frais de stockage, que ce soit lié à l'évolution du coût des matières premières, comme de l'acier, on utilise beaucoup d'acier dans les équipements qu'on vend, que ce soit le cours des devises, parce que l'euro, le franc, le dollar et tout, bah, ça fluctue, et ça fluctue pas toujours d'une façon prévisible. Il y a aussi le prix de l'essence, parce que le shipping, la livraison, bah nous, on change pas tous les jours les frais de livraison sur la boutique pour savoir combien ça va te coûter ou bien si ça va être gratuit, parce qu'on fait de livraison gratuite à partir de 50 €, tu vois. Mais nous, on la paye quand même. Hein. Même en dessous de 50 €, on la paye. Et avec la surcharge carburant, etc., plus l'essence c'est cher, plus nous on paye. Et puis ça veut pas nécessairement dire qu'on répercute ça sur le prix d'achat du produit au jour le jour. Les prix d'achat des produits au quotidien, ils restent assez fixes. En dehors de l'inflation, en dehors de certaines choses qui sont affectées sur une certaine durée. Tu vois, ça, il faut le prendre en compte quand tu crées un business, par exemple, et que tu veux vendre des trucs. Et bah, nous, on a dû prendre en compte tout ça. On a des gros tableurs avec beaucoup de calculs, avec beaucoup de trucs qu'on peut modifier pour savoir, OK, si ça nous coûte ça, qu'on le vend ça, voilà ce qui pourrait se passer comme étant de la merde, voilà ce qu'on risque de payer le plus comme logistique, comme stockage, comme transport, comme livraison, comme je ne sais quoi, quel imprévu. Le but, c'est qu'on perde pas d'argent, en fait. C'est quand même le principe d'un business, c'est que l'argent augmente. Hein, c'est qu'il y ait une marge positive qui soit créée. Et ça se fait pas par hasard, ça se fait avec une planification importante et précise et attentionnée et précautionneuse. Et ça, on a passé beaucoup de temps à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on voulait pas se prendre un coup fatal juste parce qu'on avait été trop optimiste une fois. On se disait « Ah non, ça arrivera jamais. Non,
L'entrepôt, il peut pas brûler, tu comprends. Bon, ça, si l'entrepôt, il brûle, bah, il y a des trucs qui existent qui s'appellent des assurances. Et là, normalement, c'est ce qui te permet justement de hedger, c'est-à-dire de te protéger contre certains risques qui puent la merde, hein, comme par exemple ta baraque, elle brûle. Bon, ben, c'est pour ça qu'on a des assurances, normalement, qui te permettent de toucher de la thune si jamais ça arrive, tu comprends. Mais on n'avait pas envie que si, une fois, par malheur, les étoiles noires, étaient alignées et que le pire scénario possible se produise, et ça, c'est d'autant plus probable au début d'un projet, au début d'une entreprise, au début de quelque chose où tu dois prendre plus de risques pour que ça marche, typiquement. On n'avait pas envie que ça nous mette le coup fatal qui nous sorte du game, à nouveau. On voulait prévenir autant que possible la possibilité que nous soyons financièrement destructibles. Donc voilà, ça, parce que les étoiles qui s'alignent dans le mauvais sens, ça peut arriver, hein. C'est déjà arrivé en ce qui nous concerne aussi. C'est le principe de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai un épisode avec Nico, justement, qui va arriver sur ce podcast bientôt. On a fait un épisode où on parle un petit peu, justement, de notre relation d'associé, de comment t'associer un peu avec quelqu'un, que ce soit pour le taf ou pour les études ou pour n'importe quoi. Et on balance aussi une ou deux anecdotes de trucs où les étoiles se sont pas alignées et où il y a eu des problèmes qui sont tombés et on a dû se démerder pour les résoudre. Ça arrivera dans un prochain épisode, mais voilà, c'est déjà enregistré, ça va arriver, c'était stylé. Mais voilà, il faut essayer de planifier en amont pour les différents scénarios de merde qui pourraient se produire à la place de ce qu'on espère au départ, de façon à mieux pouvoir se projeter, prendre en compte les risques, s'assurer qu'ils ne peuvent pas nous tuer et avoir une idée peut-être de comment est-ce qu'on pourrait réagir si jamais l'apocalypse débarque. Aujourd'hui, on risque beaucoup moins, typiquement, parce qu'on a fait ce qu'il faut pour se protéger, on a diversifié, on a fait en sorte de ne pas trop risquer d'un coup, mais on prend quand même des risques parce que c'est le principe pour espérer une certaine croissance, pour espérer un certain rendement. T'es obligé de sortir de chez toi pour espérer t'améliorer dans beaucoup de choses. Sortir de chez soi, c'est quand même prendre un risque... c'est prendre des risques différents de rester chez soi. Enfin bref, tout ça pour dire, il y a toujours un risque-rendement dans tout ce qu'on fait. On dira, je me lève là pour aller me servir dans le frigo. Bah, il y a des chances que je m'encouble sur moi-même et que je me pète les dents par terre. Mais si je me lève jamais, je vais mourir de faim. Tu comprends? Donc je suis en constante... nous sommes en constante combat intérieur entre... il faut pas que je me pète la gueule, mais il faut quand même que je me nourrisse. Voilà un superbe exemple parfaitement exagéré. Peut-être pas parfaitement indiqué, mais bref, tout ça pour dire qu'il faut prendre des risques pour espérer une certaine croissance et un certain rendement, toujours dans tout ce qu'on fait dans la vie. Le but, c'est d'avoir une certaine conscience de ça. Nous, typiquement, en novembre dernier, on a sorti notre projet, notre produit le plus ambitieux, on a sorti une barre de traction incroyablement stylée, hein, évidemment. Il s'est avéré, mais c'était un gros risque. Les barres de traction, là, tu commandes une slide bar sur ericflag.com, on t'envoie un colis de presque 30 kilos. 30 kilos de métal que tu vas devoir assembler chez toi pour avoir une barre de traction trop stylée sur laquelle tu peux t'entraîner quand tu veux et plus ou moins où tu veux. C'est juste qu'il y a 30 kilos à déplacer, mais ça se déplace, tu comprends? Et ça veut dire commander des stocks à l'avance. Et des stocks, ça veut dire des tonnes. Et quand je te dis des tonnes, c'est on a commandé... C'était quoi la première commande? On était sur plus de 1000 exemplaires qui sont partis sur plus de 1000 exemplaires, mais mettons 1000 exemplaires. 1000 exemplaires fois 30 kilos, ça fait 30 000, ça fait 30 tonnes d'acier. On a dû commander 30 tonnes d'acier. Et l'acier, c'est une matière première, le prix il augmente, il diminue. Si on n'arrive pas à s'en débarrasser, s'il y a une couille en fait, parce que le produit, c'est moi qui l'ai conçu en fait. C'est moi qui ai conçu les dimensions, c'est moi qui l'ai testé, j'ai des prototypes chez moi qui sont partis, etc., qui sont partis en révision parce qu'il fallait un truc, on ne voulait pas se gourer, tu vois. Parce qu'on a dû faire un down payment sur le stock, et là, c'était un gros paiement à 5 chiffres. On n'était pas au-dessus de 100 000 balles qu'on a dû débourser, mais voilà, c'était un paiement raisonnable. Et en fait, on n'avait pas envie que ça foire, tu comprends? S'il y a une couille quelque part, si les fournisseurs ils ont pas bien compris, s'il y a une couille dans le processus de fabrication, ce qui fait qu'il y a par exemple un défaut de fabrication sur les 1000 barres. Il y a 1000 barres, on se retrouve avec 1000 barres qui ont un défaut, parce que on a mal géré notre truc, on a mal géré notre contrôle qualité, on a mal géré notre production. Si par malheur, en plus, on les envoie aux gens quand ils les ont achetés,
Imagine. Là, on aurait pris un risque énorme, parce que si t'envoies déjà de la merde à tout le monde, forcément ta réputation elle prend un coup. Les gens ils vont vouloir faire des retours à nos charges, envoyer 30 kilos par la poste. En fait, c'est super cher. Nous, évidemment, on fait livraison gratuite parce que putain, on essaye de faire ce qu'il faut, tu comprends ? Livraison gratuite sur un truc à 30 kilos, je peux t'assurer que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit d'envoyer 30 kilos par la poste. Mais s'il y avait une couille et que tout le monde avait pris un défaut de fabrication parce que par négligence de notre part, par exemple, ça nous aurait mis un sacré coup financier. On va pas se mentir. Donc voilà, on a pesé le pour et le contre, et surtout, putain, on a minutieusement essayé de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de couilles avec un contrôle qualité le plus précis possible. Et on était presque un peu... non, on n'était pas trop maniaque, tu vois, parce que parfois, il faut ce qu'il faut. Et là, là, je te parle d'entrepreneuriat comme ça. Bon, on parle de thunes, donc c'est quand même pas complètement non lié. Mais c'est pour dire que quoi ? C'est pour dire que ça a été un succès finalement, putain. Ça a été un succès. Mais il y aurait pu y avoir une couille quand même. Même indépendamment de tout ce qu'on pouvait faire, il peut toujours y avoir une couille. Un entrepôt qui prend feu, je ne sais quoi. Une météorite qui tombe sur le camion. Il y a des trucs qui tombent des camions des fois, tu sais. On sait jamais. Hein. Un colis de 30 kilos qui est tombé du camion. Tu sais. Ah putain. Et ça arrive, ça arrive. Des trucs qui tombent du camion et puis que nous on doit les payer quand même, ça arrive. Écoute, ça fait partie des risques du métier et il faut les prendre en compte dans l'ensemble. Parce que si tu pars du principe que tu commandes 10 kilos de viande pour ton resto et que tu vas pouvoir servir 10 kilos de viande à tes clients, c'est que c'est une mauvaise planification. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours 5, 10, parfois plus %. C'est des petits trucs qui partent à gauche à droite, ça tombe par terre, ça se fait bouffer par quelqu'un. Toi tu passes, t'as une dalle, tu te prends une entrecôte comme ça, aux frais du patron, c'est-à-dire toi-même peut-être. Tu vois, il faut planifier pour ce genre de choses et c'est très important. D'ailleurs, la slide bar, elle est en rupture de stock momentanément. Pourquoi ? Parce que on pensait être optimiste sur la quantité, parce qu'on a commandé plusieurs stocks depuis novembre, mais on pensait avoir été optimiste, mais en fait, elles partent tellement vite, parce qu'apparemment, on a fait du bon taf, que là, elles étaient en rupture pour 2 semaines, mais elles vont très vite revenir, et elles sont dispo toujours sur ericflag.com. Si tu veux une barre de traction, je te recommande, parce qu'on a fait notre travail, en fait. J'aime penser. Et même s'il peut toujours y avoir des problèmes, on est là, on est réactif. Notre réputation, c'est tout. C'est pas pour rien qu'on a 4,7 sur 5 sur Trustpilot, sachant qu'on ne peut pas modifier ses avis s'ils sont mauvais. C'est qu'on essaie de faire le meilleur taf possible. Bref, si tu veux la meilleure barre de traction du game, sur pied, hauteur ajustable, ericflag.com, tu sais où te rendre. Ça soutient aussi le podcast tout en augmentant considérablement et surtout ta force, ta masse musculaire et ta confiance en toi. Si tu l'utilises bien sûr, parce que si tu achètes une barre de traction de 30 kg, que tu la mets quelque part et que tu l'utilises jamais, en fait ça va rien changer. Ça va rien changer. Ton dos et tes bras vont rester pareils. Hein. C'est rare qu'il faille simplement dépenser de l'argent pour pouvoir obtenir les choses qui ont le plus de valeur dans la vie, comme la confiance, comme l'amour, comme un énorme tour de bras. Voilà, toutes ces choses très importantes ne s'achètent pas. Il y a une bonne partie des choses très importantes qui ne s'achètent pas. La réputation non plus, d'ailleurs, c'est difficile à acheter. Donc voilà, ça peut aider bien sûr de dépenser des trucs, mais ensuite il faut faire les efforts et le travail dans ses relations, dans ses projets, dans son sport, sur soi-même, pour créer une valeur indestructible. Ça, on va y revenir un petit peu après. Je t'encourage à investir en toi de la meilleure façon qui fait du sens pour toi. Voilà. En fait, on va y revenir maintenant parce que ça me semble approprié, ça me semble important. Tu vois, diversifier un peu, être indestructible financièrement, c'est bien, mais être indestructible en quelque sorte tout court, c'est bien aussi, c'est encore mieux, j'imagine. Oui, c'est encore mieux, j'aurais tendance à penser, même si c'est peut-être subjectif. Tu vois, financièrement, par exemple, j'ai de l'argent dans différentes banques, physiques ou digitales, pour éviter une énorme couille quand même, on sait jamais, parce qu'on sait jamais, des fois, même il y a pas longtemps en Suisse, la 2e banque suisse a fait faillite. Elle a été rachetée par la plus grosse, avec l'aide du gouvernement. Mais imagine, si jamais c'est pas le cas, mine de rien, en fait, tout l'argent qu'on a sur nos comptes bancaires, c'est des pixels sur un écran, mine de rien. Des fois, je me dis ça, tu vois, et je me dis, ah ouais, ok, cool, les pixels ont augmenté, les pixels ont changé, donc je suppose que j'ai plus d'argent, ou moins, je sais pas, maintenant, vu que je sais ce que ça veut dire en termes de chiffres, j'ai plus, j'ai moins. Qu'est-ce qui se passe si jamais tout le monde veut retirer son argent en même temps ? Eh bien, il n'y a plus assez de thunes, et puis, si ça se trouve, tu perds ta thune.
Donc ça peut être un pire scénario possible, tu vois, mine de rien, c'est pas si improbable. On a eu des exemples cette année en Amérique aussi de banques qui ont été se faire foutre un peu, tu vois ce que je veux dire, qui ont dû être sauvées souvent, parce que sinon c'est un énorme problème et c'est pour ça que le gouvernement il entre en compte parfois. Parce que sinon, putain, l'apocalypse financière que ça pourrait être si tous les pixels disparaissaient, tu comprends? Tu comprends? Et c'est aussi pour ça que j'ai investi en immobilier. J'ai parlé dans l'épisode 100, j'ai acheté mon appartement, c'est parce que je me dis, putain, au moins là, j'ai des murs en plus. Je mets ça un peu à gauche, à droite, j'ai aussi des murs qui m'appartiennent. Enfin, il y a un papier qui dit que c'est à moi, tu vois. Et encore, oui, le papier, je l'ai d'ailleurs. Bah oui, évidemment, j'ai été signé ça chez le notaire. Donc oui, c'est à moi. Mais voilà, Après, il faut pas chercher les scénarios les plus glauques ou les plus horribles ou quoi non plus. Mais même ça, c'est pas garanti, tu vois. On n'est jamais, enfin, ici en Suisse, ça devrait bien se passer, mais on a déjà entendu parler d'histoires d'expropriation, de météorites qui tombent sur des biens immobiliers. J'exagère parce que moi j'ai quand même l'impression d'être dans une position où j'ai pu diversifier un petit peu ça, mais il n'empêche. C'est là où je veux en venir parce qu'on s'en bat les couilles de ça concrètement. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'argent, même si par je ne sais quel moyen improbable, je perds tout ce que j'ai financièrement, je retombe à zéro. J'en reviens dans ce que j'ai dit dans l'épisode 100, dans ce que je ne peux que recommander encore et toujours. J'ai l'impression d'avoir pas mal investi en moi depuis le début, notamment ces 5 dernières années, je vais pas mentir. J'ai acquis des compétences grâce à ces investissements, j'ai acquis une confiance en moi pour pouvoir les valoriser, ces compétences, maintenant et à l'avenir aussi, pour m'en sortir. Il y a des trucs, tu vois, que ça soit être en bonne santé, être performant physiquement, être discipliné, avoir confiance en mes capacités pour apprendre des nouvelles choses, être capable de monter un business, de communiquer raisonnablement bien avec d'autres êtres humains, parce que c'est important dans cette société qui se remplit de plus en plus de robots. Parler avec les robots ou parler avec les humains, c'est deux compétences incroyablement valorisées sur le marché et je pense que c'est pas prêt de changer. Toutes ces choses que j'ai pu apprendre en investissant en moi, typiquement, eh bien, elles ont de la valeur soit directement pour moi, parce que c'est important, ton ressenti subjectif de comment je me sens aujourd'hui vis-à-vis de moi-même, mais aussi elles peuvent être valorisées sur le marché pour les échanger contre de l'argent, concrètement. Tu vois, sans parler du capital, confiance et de la réputation, c'est aussi quelque chose qui a de l'importance. Si tu as une réputation, que tu as prouvé que ta personne, tes valeurs, ton honneur méritent le respect, alors même si t'es fauché pour une raison qui dépasse ton contrôle, par exemple, que tu perds tout à cause d'un coup du sort, eh bien, il y a quand même une bonne chance que tu pourrais garder ça et que ça pourrait t'aider à te relever. Bref, je vais m'arrêter là pour ce deuxième point sur l'importance de la planification, de quand même poser devant ses yeux par écrit d'une façon ou d'une autre les différents scénarios et planifier un peu de ce qu'on pourra faire si jamais tout fout le camp. Si jamais tout se pétait la gueule, est-ce qu'on pourrait quand même rebondir un petit peu? C'est pour ça que, investir en soi, investir de façon diversifiée, en soi, financièrement, à tous les niveaux, c'est pas mal. Parce que quand tout repose sur un seul pilier, et on peut parler de ta confiance en toi, on peut parler de ton argent, on peut parler de plein de choses dans lesquelles on peut décider de s'investir dans la vie. Si ces choses sont risquées, parce qu'il y a une toute petite chance que ça se pète la gueule, c'est dangereux. Bref, troisième et dernier point de l'auteur par rapport à ce chapitre et à devenir riche versus rester riche, il nous dit qu'il faut être raisonnablement optimiste à propos du futur, tout en restant suffisamment paranoïaque à propos de ce qui va nous empêcher de rejoindre ce futur. Et il nous dit qu'avoir une telle personnalité, ça devrait aider, en fait. Écoute, ça peut sembler assez évident, il faut un certain minimum d'optimisme, pour oser, parce que quand tu prends un risque, c'est que tu es quand même relativement optimiste à propos du fait que ça pourrait marcher, que ça pourrait payer. Mais d'un autre côté, il faut quand même garder une certaine once de paranoïa sur, tu sais, quand tu as une... c'est ce que j'ai mentionné dans l'épisode avec Mathias, je crois, qui est sorti la semaine dernière. C'est la loi de Murphy, je crois, tu sais, la loi de Murphy qui explique que tout ce qui pourrait mal se passer va mal se passer.
Par exemple, quand tu t'es tartiné une tartine de beurre de cacahuète et puis tu marches jusqu'à ton canapé pour pouvoir te nourrir sur le canapé, et ben il y a à nouveau une chance que tu t'encoubles sur toi-même, tu comprends? Et que tu t'exposes peut-être pas les dents par terre, mais ta tartine va tomber. Et en fait, la loi de Murphy explique que la tartine va toujours tomber du côté du beurre de cacahuète par terre, et vu que tu n'as pas passé l'aspirateur depuis un moment, eh bien, elle va avoir une texture différente, avec des petits poils dessus, tu vois, ta tartine. Elle aurait pu tomber du côté du pain, ça aurait été moins grave, mais non, elle va tomber du côté du beurre de cacahuète. Voilà, ça c'est le côté paranoïaque de savoir que si ça se pète la gueule, ça va mal se passer. Bref, donc ça devrait aider, ça devrait aider d'être un petit peu optimiste. Il y a certaines choses qui nous prouvent qu'on peut l'être, comme j'ai mentionné, le marché des actions ces 50 dernières années. Bon, ben voilà, si tu investissais à suffisamment long terme, t'étais sûr. Voilà, t'étais sûr, et aujourd'hui on est quand même assez optimiste sur le fait que l'humanité est en pleine expansion, l'avancée technologique, toutes ces histoires font que oui, il y a un zigzag au quotidien, ça monte, ça descend un peu tous les jours, mais la moyenne de toutes ces montées et descentes, c'est une pente ascendante, et statistiquement, il semblerait que au bout d'un certain moment, on est obligé, enfin ça devient de plus en plus improbable, plus tu attends longtemps, plus ça devient improbable qu'il n'y ait pas eu quelque chose de net positif qui se soit produit. Bref, donc on parle un petit peu de chance à ce niveau-là, je l'ai mentionné, parce que là on parle d'optimisme. L'optimisme, c'est en quelque sorte parfois se dire qu'on va avoir de la chance. Être optimiste vis-à-vis de ce qui va se passer, c'est bon, je pense qu'il va pas m'arriver une énorme couille garantie, parce que sinon je vais peut-être pas me lancer dedans. Comme je l'ai mentionné dans mes activités ces dernières années, moi je suis convaincu que j'ai eu de la chance. C'est impossible à quantifier, tu sais, mais comme je l'ai dit, je sais que j'en ai eu, je sais que j'en ai encore. Mais d'un autre côté, déjà clairement, j'ai une sacrée part de mérite dans ce qui m'est arrivé. Ça, je vais jamais m'enlever ça. Jamais je ne m'enlèverai la responsabilité de mes réussites, tout comme j'aime prendre la responsabilité de mes échecs. Mais d'un côté, tout comme de l'autre, il y a une part de chance aussi, et ça, on ne le contrôle pas, et c'est impossible à quantifier, c'est bien là tout le problème. C'est bien là tout le problème. Tout ça pour dire que j'aime penser quand même, et ça c'est un truc, alors je sais pas si c'est ma personnalité ou quoi, bon moi je suis quelqu'un d'assez peu névrosé, je suis assez peu en proie aux émotions négatives par nature, j'ai l'impression, et quand je dis par nature, c'est en fonction de certains modèles psychologiques, certains modèles de la personnalité qui sont assez réputés. D'ailleurs, je vais passer des tests à ce propos, j'ai envie de faire quelques tests pour voir ça, et ça sera intéressant d'en parler en podcast, je pense. Mais je pense que je suis quelqu'un d'assez positif, en fait, avec plus d'émotions positives de façon innée, on dira, que la moyenne peut-être. En tout cas, j'aime penser que je suis chanceux, j'ai toujours voulu me dire qu'en fait, j'allais avoir de la chance. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai même fait une vidéo, j'en ai parlé dans une vidéo sur ma chaîne principale aussi, mais je suis optimiste à l'idée que je pourrais avoir de la chance. J'aime aussi penser que ce genre de pensée positive, ça peut que m'aider à atteindre ces choses pour lesquelles j'aurais besoin de chance. C'est bien là aussi cette connotation d'effet placebo, comme quoi si j'y crois très fort, je pense que ça veut pas dire, c'est pas juste la loi de l'attraction en mode si j'y crois, ça va venir, tu vois. Si je me le dis devant le miroir, la Lambo, elle va débarquer devant chez moi, puis elle sera à moi, tu vois. Non, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Par contre, si j'y crois, si je m'en convainc, j'ai plus de chances d'avoir de l'assurance, d'avoir des répercussions sur mes actions, sur n'importe quelle chose qui peut être le destin, qui peut être pas le destin, chacun croit en ce qu'il veut croire, mais j'aime penser que ça va augmenter mes chances que ça marche. Et vu que je pense que je vais avoir mes chances que ça marche, je me prépare. Je me prépare autant que possible jusqu'à ce que l'opportunité d'être chanceux se présente. Ça, j'en avais parlé dans le premier épisode, je crois, qu'il y a un certain proverbe qui dit que la chance, c'est lorsque l'opportunité et la préparation se rencontrent. Si je passe mon temps à me préparer et en me disant que de toute façon, à un moment donné, je vais avoir de la chance, c'est pas comme si j'attendais à rien faire. Je passe mon temps à me préparer, ça augmente probablement les chances que la chance se pointe et que l'opportunité, du coup, débarque.
Et je sais qu'elle va débarquer parce que j'ai envie d'y croire et donc je m'y prépare, etc., etc. Je vais m'arrêter là parce que ça tourne en rond. Bah oui, ça tourne en rond. C'est une boucle vertueuse que j'utilise régulièrement moi-même. Je pose ça là, ça vaut ce que ça vaut, ça me convient. J'aime bien parler des choses qui me conviennent. J'aime bien parler. Je parle généralement de mes expériences, tu vois. Moi, j'ai envie de. J'ai envie de partager pas des injonctions ou pas des obligations ou des façons de faire. Je partage ma façon de faire et j'essaye d'exemplifier le truc. Pour moi, c'est le truc le plus important. Le dev perso, tu vois, plus je mûris un peu, plus je grandis, plus je me dis, en fait, le dev perso, hein, j'en ai parlé un peu en début d'épisode, le dev perso, c'est quoi? Le dev perso, c'est... Effectivement, le problème avec le dev perso, c'est certaines personnes peut-être qui pratiquent ou parlent ou font je ne sais quoi derrière ce nom, mais qui n'ont pas de preuves, on dira généralement, de crédibilité ou de compétences ou de choses qui peuvent back-up, qui peuvent attester de ces dires ou de ces choses. Enfin bref, s'en bat les couilles, ça sert à rien de disserter là-dessus. je sais pas. En fait, je suis en train de lire différents. Moi, je lis énormément de livres, comme tu t'en rends compte. Je lis des livres sur différentes choses et j'ai envie d'avoir des opinions contraires. Donc, je suis en train de lire des livres aussi qui sont contre ça, qui sont contre le développement personnel. J'ai été par moi-même chercher des ressources à propos de choses qui vont à l'encontre de certaines de mes croyances. Quelque chose que je peux te recommander, au lieu de boire que des choses qui vont dans ton sens, au lieu de plonger la tête la première dans le biais de confirmation, en essayant juste d'obtenir les informations que tu sais déjà que tu vas être d'accord avec, et ça fonctionne pour beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, la politique aussi, tu vois, c'est même un exemple particulièrement facile. La politique ou les croyances, quelles qu'elles soient, ça peut être intéressant d'aller regarder fondamentalement, concrètement, les arguments d'en face, j'ai envie de dire. Alors moi, la politique, tu vois, ça m'intéresse pas vraiment, mais ça, je trouvais ça intéressant de me demander, mais en fait, c'est quoi les arguments contre? Qu'est-ce que les gens qui ont contre ça, d'où viennent-ils? Quelles sont leurs positions? Qu'est-ce qu'ils pensent? Enfin bref, pourquoi est-ce que je suis parti là-dedans? Je me souviens pas ce que je veux dire. Bon, enfin bref, ce que je veux dire, c'est que c'est important de cultiver différentes sources, différentes sources pour te faire ton opinion. Voilà, tout simplement. Plutôt que de chercher juste celle qui confirme ton opinion préexistante qui vient d'on ne sait où, du coup. Je sais pas. Bref, je vais pas plus diverger parce que cet épisode est déjà suffisamment long, putain. Enfin, pour dire là où j'en suis de ce que j'avais prévu, il est suffisamment long. J'espère qu'il y a de la valeur dedans, c'est quand même le but. Ça fait peut-être beaucoup. J'ai pas envie de partir dans trop de trucs parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de choses à penser, trop de choses à réfléchir quand tu l'écoutes, surtout que t'es quand même en train de faire autre chose en même temps, généralement. Sauf si tu me regardes sur YouTube, évidemment, parce que t'as envie qu'on se regarde dans les yeux, comme ça, pendant qu'on discute de thunes et tout ça. Ah, je te laisse consommer ça comme tu préfères. Mais mon intérêt avec ça, c'est que ça fasse naître des réflexions chez toi, des remises en question, des questionnements, des accords, des désaccords avec certaines choses de façon, comme pour moi, en fait. Lorsque c'est le cas, ça me donne envie de me pencher dessus et de me dire « Ah tiens, c'est marrant, ça, je pense pas que c'est pour moi, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, ça, j'ai pas d'opinion. » Et ça, je me suis rendu compte que j'avais pas d'opinion sur certaines choses ces derniers temps. Et je me suis dit « Tiens, mais ce serait quand même pas mal d'avoir une opinion. » Ou de pouvoir commencer à me formuler une opinion sur certaines choses. Et ouais, bref, j'étais en train de dire que le dev perso, pour moi, ou ce qui me plaît dans la vie, c'est de parler de choses dont... Ouais, enfin, c'est juste exemplifié, en fait. Je vais pas parler de choses que je ne fais pas moi-même. Je ne vais pas exiger de choses de quelqu'un que je n'exige pas de moi, au moins. Et c'est pas parce que j'exige des choses de moi-même que tout le monde devrait les exiger d'elle-même non plus. Ça va même jusque-là. Sauf qu'à un moment donné, il y a certains comportements qui sont aussi contradictoires, quoi. Tu peux pas tout exiger non plus sans rien faire, par exemple. On va s'arrêter là, je pense. Bref, devenir riche versus rester riche. Bien entendu, comme je l'ai dit, riche, ça reste très subjectif. On peut parfaitement se considérer riche si on arrive à payer toutes ses factures et à manger correctement jusqu'à la fin du mois.
D'un point de vue, je sais pas, mondial, on est déjà super riche quand on peut bien manger jusqu'à la fin du mois, c'est déjà vachement stylé. Tu vois, dans ce cas, même si on cherche à s'enrichir davantage, ça sera quand même important de garder en tête tout ce qui doit entrer en compte pour pouvoir au moins rester aussi riche qu'on l'est actuellement. C'est pour ça que ça peut entrer en conflit parfois, le fait de oh, « ok, je suis déjà riche, mais j'ai envie de le devenir encore plus », ce qui n'est pas du tout un mal, bien au contraire. Mais il faut faire attention à ce qu'on risque quand même pour revenir à ce chapitre et à ce commandement psychologique de l'argent numéro 5. Bon, fin de l'épisode. Fin de l'épisode, non, je vais continuer. J'avais prévu d'en faire 3 en fait, c'est pour ça. Mais putain de merde, je sais pas si je parle trop, ou si c'est juste long, ou si... ouais, je sais pas exactement. C'est systématiquement plus long que ce que je pense. Bref, t'inquiète, on va pas s'arrêter là maintenant. J'ai pas envie de faire un épisode que d'1 heure. 1 heure, c'est trop court. Allez, vas-y, je suis saoulé là. J'ai envie d'en faire plus. Je vais être frustré sinon. On va en faire en tout cas encore au moins un qui s'appelle, le commandement numéro 6, il s'appelle « Tails, you win », ce qui veut dire « face, tu gagnes ». Et donc on en vient évidemment à une image de pile ou face, 50-50, soit tu gagnes, soit tu perds, concrètement. Le sous-titre de ce chapitre, c'est que tu peux avoir tort la moitié du temps et quand même devenir incroyablement riche et incroyablement au-delà de toute mesure, tu vois. Si tu gagnes que la moitié du temps, il suffit que ces victoires soient suffisamment grandes. Voilà, pour en revenir là, hein, évidemment. Ça y est, fin du chapitre. Allez, on passe à celui d'après parce qu'on n'a plus le temps. Je déconne, évidemment qu'on va détailler, putain, mais on est là pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire, sérieux? Non, et puis c'est stylé, putain. Enfin, je sais pas si tu es aussi investi que moi dans ce podcast et dans ces épisodes, mais moi, ça me passionne. Et je sais en tout cas par expérience que écouter des gens un peu passionnés, eh bien, ils ont plus de chances d'être passionnants, mine de rien. Quoi qu'il en soit, on continue. Commandement numéro 6. On a tendance à sous-estimer à quel point c'est normal pour énormément de choses de ne pas fonctionner, ce qui peut nous faire surréagir quand c'est en effet le cas. Donc, on a tendance en fait, à sous-estimer les chances tendance à sous-estimer la normalité du fait que, en fait, pour réussir quelque chose, il faut d'abord se péter la gueule. Il faut d'abord s'encoubler sur soi-même 12 fois avant de réussir à rejoindre son frigo sans se péter la gueule, tu comprends? Et ça, en fait, si on veut vraiment chercher la véracité dans cet exemple un peu bidon, quand on est petit, on a dû apprendre à marcher et au début, on se cassait la gueule sur nous-mêmes. Mais bon, heureusement, il y avait nos parents pour nous attraper sous les bras et nous poser sur notre chaise et nous bourrer avec l'avion, tu sais, la petite cuillère qui avance comme ça, et nous donner à manger pour pas qu'on meure. Parce qu'en fait, on a un petit peu de mal à être indépendant quand on est des bébés. Nous sommes des créatures très dépendantes quand on est tout petit. Plus maintenant, normalement, si tu écoutes ce podcast, tu n'es plus un bébé. C'est tout ce que je te souhaite. Sinon, putain, t'es en avance. Et ça fait plaisir d'avoir des bébés. Les bébés, abonnez-vous. On veut un échantillon représentatif de la population dans ce podcast parce que j'aime penser que ça peut servir à pas mal de monde, tout ça. Bon. Oh, on continue plus sérieusement. Un des exemples du livre qu'il donne vis-à-vis de ça, un exemple qu'il donne au début du chapitre, c'est un connaisseur d'art allemand qui a fui l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a collectionné une énorme collection d'art au fur et à mesure de ses voyages. 99% de ce qu'il avait, c'était des trucs random, des bibelots un peu pourraves qui valaient rien, tu vois. Par contre, il avait 1% de trucs comme ça qu'il avait récupérés à gauche à droite, qui avaient été créés ou peints par des mecs qui s'appelaient genre Picasso, qui s'appelaient genre Matisse, ou d'autres noms du genre que toi ou moi on pourrait reconnaître. Juste avec les 1% de tout ce qu'il a accumulé, en fait le mec a eu... Il a touché le jackpot, hein, concrètement. C'est ce qu'il dit dans le livre, il le dit qu'il les a vendus, il a vendu sa collection pour 100 millions au gouvernement allemand, mais que le gouvernement allemand, il a considéré que c'était une donation. Donc, le gouvernement a payé 100 millions et il a considéré « Putain, t'es trop sympa de nous donner ça ». Pourquoi ? Parce que sa collection a été estimée à une valeur de plus d'1 milliard d'euros ou de dollars, j'imagine. Donc voilà.
beau gosse, j'ai envie de dire beau gosse, mine de rien. Enfin bref, c'est un exemple parmi d'autres, comme quoi le mec, il a dû se baisser pour ramasser 99% de trucs inutiles pour finalement, en fait, ramasser un putain de Picasso. Tu vois ce que je veux dire? Des exemples comme ça, il y en a plein, et je vais pas trop m'attarder dessus, mais pendant que j'y suis, on va quand même en donner quelques-uns d'autres. Il en donne un autre, c'est celui de Walt Disney. Voilà, il a fait faillite avec son premier studio de film, Walt Disney. Il a ensuite créé plus de 400 cartoons et dessins animés qui ont été non rentables avant finalement de toucher le premier jackpot de sa carrière avec Blanche-Neige et les 7 nains en 1938. Le mec s'est quand même un peu acharné, tu comprends? Il a fait faillite une fois, il a fait 400 dessins animés qui, manifestement, n'étaient pas suffisamment intéressants pour gagner de l'argent. Donc il a perdu des thunes jusqu'à ce qu'en fait il en perdait plus, tu vois. Et quand il en a plus perdu, force a été de constater que s'il s'était arrêté au 352e cartoon, on n'aurait jamais entendu parler de ce mec, possiblement. Ça vaut ce que ça vaut. Le fait est que si c'était arrêté avant, ça aurait foiré, forcément. S'il avait abandonné, il aurait perdu. Quoi qu'il en soit, c'est bien beau, c'est un peu le biais du survivant. Évidemment, il y a de la chance dedans, il y a tout ça, mais la chance, ça se provoque un petit peu, et je pense que ça, c'est le genre d'exemple. Il y en a un autre qui est assez connu, c'est J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, qui apparemment aurait essuyé énormément de refus auprès de maisons d'édition avant de finalement être acceptée quelque part. Et je peux te dire que les mecs qui ont décidé de la signer, ils ne regrettent pas aujourd'hui. Enfin, financièrement parlant en tout cas, ils ne regrettent pas. Un autre exemple qu'il donne dans le livre, et quelque chose qui me parlait, parce que c'est de la finance, et moi j'ai étudié la finance, les VC firms, donc les boîtes d'équité, les entreprises qui ont pour seul but d'investir dans d'autres entreprises, c'est des boîtes d'investissement en gros, qui investissent dans des startups, dans des petites entreprises, pour espérer que ces entreprises explosent et font gagner beaucoup d'argent. Le but de ça, en fait, c'est pas d'investir dans des entreprises qui vont être rentables. Le but, c'est pas de le faire à chaque fois. Ils savent très bien que quand ils investissent dans un projet, dans une startup, dans une idée, il y a énormément de chances qu'ils perdent leur thune. Énormément. Le but, c'est de réussir à trouver les perles qui vont venir rattraper tous les autres échecs. Et c'est toujours comme ça que ça se passe là-dedans, systématiquement. Tu investis dans 100 boîtes, et le but, c'est d'en avoir au moins une qui explose parmi tout ça. Des études ont été faites sur le succès de ce genre de boîte. C'est des chiffres qui mentionnent dans le livre. Je vais te les poser là comme ça. En 2004 et en 2014, 65% des financements de ce genre d'entreprise parmi 21 000 ont perdu de l'argent. C'est-à-dire que 2/3 des investissements ont perdu des thunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont signé 3 entreprises. Ils savent déjà, plus ou moins statistiquement, en tout cas entre 2004 et 2014, 2 investissements sur 3, ils étaient perdants et ils auraient mieux fait d'être évités. 2,5%, ils ont fait x10 à x20. 0,5% des investissements, ils ont soit environ 100 entreprises sur 2100, elles ont multiplié par 50 leur valorisation et donc les investisseurs ont fait x50, ce qui permet normalement, quand l'entreprise sait à peu près ce qu'elle fait, parce qu'évidemment c'est pas juste de la chance, de choisir où tu investis ton argent, eh bien elles ont réussi à en faire des thunes normalement. Et c'est de ça que cette industrie tire la majeure partie de ses rendements. C'est d'ailleurs justement le genre d'endroit où j'aurais pu me retrouver après mes études, lol, parce que j'ai pas mal de camarades de classe qui sont allés bosser dans du merge and acquisitions, dans la finance concrètement, dans le trading, dans des boîtes d'investissement comme ceux-là, des boîtes d'équité. C'est le genre d'endroit qui est assez prisé en HEC finance, en tout cas, ce que moi j'ai fait, pour aller travailler derrière. Et généralement, c'est des emplois qui payent plutôt bien. Dans la finance, c'est assez connu que ça gagne pas trop mal normalement. Après, ça gagne pas trop mal. Bon, c'est justement, et on peut faire un parallèle un peu avec ce qui va arriver après, mais c'est quand même le genre d'endroit où, d'après ce que j'ai entendu, et je vais pouvoir donner quelques exemples, c'est qu'il faut mettre quand même pas mal d'heures, il faut faire pas mal de zèle. Certaines personnes ne trouvent peut-être pas un sens particulièrement profond dans leur métier de trader au quotidien. Après, chacun trouve son sens là où il veut.
Mais par contre, il y a des chances d'y trouver pas mal de thunes. Voilà, à nouveau, thunes, sens, argent, assez, pas assez, c'est personnel. On en discute justement un petit peu dans cette série d'épisodes, hein, les liens un peu psychologiques de l'argent, c'est fondamentalement le sujet. Tu vois, mais typiquement, j'ai des potes de cours, des potes de cours, ça commence à dater, tu vois, la dernière fois que j'étais en cours, c'était vraiment il y a 6 ans, un peu plus même, 7 ans. J'ai gardé contact avec certains potes qui ont fait les mêmes études que moi, qui sont allés travailler derrière, et certains, pas tous, hein, évidemment, enfin, je me souviens surtout de ceux-là, je vais pas mentir, où j'avais eu contact avec eux, peut-être même 3 ans après, j'ai eu contact avec, et quand même le sentiment un peu général que j'avais eu, enfin, non, j'ai pas envie de faire des généralisations, mais ces potes avec qui j'ai passé des super moments pendant que j'étudiais, certains m'avaient quand même dit, bon, bah, ils travaillent beaucoup, ils gagnent beaucoup d'argent, et souvent, ce qu'on m'avait dit, c'était, bon, je pense que je vais rester encore 2-3 ans, faire un max de thunes, et après, je vais partir faire autre chose quand même, parce que c'est très stressant, et c'est pas, voilà, c'était pas leur passion première non plus, donc c'est à nouveau pour montrer un peu le rapport entre, bon, ok, c'est cool de gagner beaucoup d'argent, mais quelle est la contrepartie ? C'est subjectif, et ça dépendra de chacun, mais bon, voilou, on va gentiment boucler ce chapitre, parce qu'il est quand même un petit peu plus court celui-là, et puis bon, il y a d'autres exemples dans le livre, comme quoi ces gros indices justement, ce marché qui ne fait que monter sur de très longues années, en fait, il y a plein d'entreprises qui débarquent dans les classements des plus grosses entreprises, par exemple les 500 plus grosses entreprises du monde, il y a un turnover de fou dedans. C'est pas, enfin, tu regardes il y a 10 ans et aujourd'hui, les 500 entreprises qui sont dedans, il y en a très peu qui étaient déjà là il y a 10 ans et qui sont toujours là aujourd'hui. Ça tourne tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est très dur de rester, c'est très dur de survivre à long terme pour une entreprise. Et généralement, cette croissance qu'on voit à long terme sur le marché, elle est drivée, elle est générée par une petite partie des entreprises dedans. Sur les 500 plus grosses entreprises, pour te donner un exemple concret, mais sans m'avancer trop sur les chiffres, il y en a une bonne partie qui vont perdre des thunes, en fait, qui vont simplement se péter la gueule gentiment, année en année. Et pour toutes celles qui vont se péter un petit peu la gueule, eh ben, tu vas trouver Amazon et Apple et quelques autres énormes boîtes qui font x30 et puis qui sauvent tout le monde. Qui sauvent tout le monde dans le grand espace de est-ce que le marché a augmenté positif ou négatif en moyenne cette année ? La moyenne a été sauvée par quelques-uns des plus grosses têtes du marché. À nouveau, une toute petite partie de l'ensemble des entreprises à considérer est responsable pour toute la croissance. À nouveau, 1% des possibilités, par exemple, va s'avérer rapporter beaucoup, sachant que jusqu'à présent, les 99 autres ont un peu foiré. Et je reviens sur une phrase qui mentionne à la fin du chapitre, que l'auteur mentionne à la fin du chapitre, qui à nouveau est un parallèle avec cette espèce de règle, manifestement. Il dit qu'il y a un vieil adage dans la vie d'un pilote professionnel d'avion, c'est que tu vas passer des heures et des heures innombrables de ta carrière à t'ennuyer, qui vont être ponctués par des rares moments de terreur. Imagine le truc, imagine le métier de pilote d'avion. Tu te fais chier quasiment tout le temps, alors c'est ce qu'il dit, hein, tu te fais chier quasiment tout le temps, et de temps en temps, tu vas paniquer comme un énorme fou. Apparemment, je ne suis pas pilote, je ne sais pas ce que c'est, mais on peut très bien comprendre de quoi il parle. En fait, de temps en temps, il y a une couille, alors là, quand il y a une couille, c'est qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à se réveiller, il faut être prêt à garder son calme. Et c'est justement un des parallèles qu'il fait avec l'investissement, avec les investisseurs financiers. C'est bien connu que les êtres humains ne sont pas les créatures les plus rationnelles et que lorsque tout a l'air de se péter la gueule, les gens ont tendance à faire à avoir des réactions assez émotionnelles. Par exemple, un exemple tout facile, c'est tu mets ton argent en bourse, tu vois 2 mois après que ça commence à se péter la gueule, tu paniques, tu retires ton argent et t'as perdu. Forcément, tu vois. C'est en train de tomber, tu te dis « Oh vite, il faut vite que... Oh putain, ça se pète la gueule, vas-y, y a un problème. » Tu retires ta thune, au final, tu retires moins que ce que t'as mis. Et
Alors que c'est normal en fait que ça monte et que ça descende, tu vois, et que sur le long terme on dira, eh bien normalement tu devais gagner suivant évidemment dans quoi tu as investi. Mais c'est pour dire justement, c'est la capacité d'un bon investisseur, comme il le dit dans le livre, c'est justement cette capacité à réussir à bien réagir pendant ces rares moments où tout semble foutre le camp, où tout, quand l'apocalypse ponctuel débarque, par exemple, tu es dans ton cockpit de pilote et tu perds la connexion avec la tour de contrôle et puis tu t'es perdu dans le brouillard et il y a un gros orage, c'est là qu'il faut être prêt à garder son calme. Et c'est pour ces moments-là que tu t'es préparé toute ta carrière, probablement. Plutôt que d'être en pilotage automatique, il n'y a rien à voir à faire parce que les avions se pilotent quand même un petit peu tout seul aujourd'hui, je suppose, même si j'y connais pas grand-chose, je vais pas mentir. Plus de gens, justement, peuvent être familiers avec ça en ce qui concerne les crypto-monnaies, tu vois. Les cryptos, c'est bien connu, ça bouge beaucoup. Quand ça se pète la gueule, paniquer et vendre à perte, c'est pas la meilleure stratégie gagnante pour gagner de l'argent. Même si, parfois, si par exemple on a investi trop et qu'on a peur de tout perdre, là c'était peut-être une erreur de départ. Mais forcément, quand tu vends et que tu es à perte, c'est le seul moyen de perdre, c'est de vendre à perte, concrètement. Sinon, l'autre option, c'est d'attendre que ça remonte, mais parfois, on ne peut pas attendre. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de cette thune. Petite anecdote sur mes cryptos perso, bon, je la pose assez rapidement, je vais pas trop m'étaler dessus, mais c'est vrai qu'en 2018, quand les cryptos ont un petit peu percé à mon sens, parce qu'elles étaient au sommet, à leur sommet historique à ce moment-là, parce que depuis elles ont largement dépassé, enfin certaines cryptos ont largement dépassé, pas les miennes en fait, les miennes elles ont pas dépassé, sa mère la pute, elles ont pas dépassé les miennes en fait. J'avais investi 10 000 balles. Et je roulais pas complètement sur l'or du tout à ce moment-là. C'était mes économies aussi de chez Ikea. C'était une partie de mes économies, de mes années à travailler et à mettre de l'argent de côté que j'avais reçu. J'avais mis 10 000 balles dedans. Et quand je dis dedans, j'avais mis ça dans des putains de bitcoins. Enfin, non, mais c'était pas des bitcoins, justement. C'était, si seulement j'avais mis dans les bitcoins et que j'étais retourné vaquer à mes occupations, aujourd'hui, j'aurais fait fois je ne sais combien. Mais non, évidemment, c'était pas dans le bitcoin que j'ai mis, parce que je me suis dit, non, on va aller chercher la crypto qui vient de sortir, qui fait x30 la première journée, comme ça, je revends quand c'est en haut. Oh, putain. J'allais sur jeuxvideo.com. Le meilleur endroit du monde pour obtenir ses conseils de finance. Je sais. J'ai une relation particulière avec les forums de jeuxvideo.com. J'y reviendrai dans un épisode futur sur les jeux vidéo, j'imagine, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ces forums. Je connais la culture. Je sais qu'ils existent toujours aujourd'hui et que ça parle de tout et de rien. À tort ou à raison, j'en sais rien, mais moi j'ai fait partie de ça aussi. Et j'allais sur le forum de finance, et puis il y avait des gens qui postaient des topics en disant « Ouais, nouvelle crypto, il faut investir, c'est super cool ». Et moi, je prenais ces mecs pour argent comptant, tu vois. Je dis « Ah ouais, il doit savoir un truc que je sais pas, j'investis dans ce qu'il dit ». Et une fois, ça a bien marché, hein. Une fois j'ai fait un peu d'études. Tout le reste du temps, c'était un peu de la merde. En gros, je passais beaucoup de temps à essayer de spéculer, à essayer de trouver la nouvelle crypto, à vouloir day trader sur des exchanges comme Binance et puis Huobi et puis je ne sais combien d'autres sur lesquels je m'étais inscrit parce qu'il y avait des cryptos gratuites si tu t'inscrivais sur des nouveaux exchanges, etc. Enfin bref. Les exchanges, c'est un peu les casinos du game, c'est les seuls qui sont sûrs de faire des thunes, tu sais, ceux qui te prennent une commission sur chaque sur les échanges. Donc c'est ceux qui sont sûrs de gagner de l'argent. Toi, tu gagnes que quand quelqu'un d'autre perd. Et puis c'est vrai que là, bref, c'était début 2018, donc c'était 3 mois après que je commence à faire des vidéos YouTube. C'était vraiment, j'avais publié 4 ou 5 vidéos, et c'est là que j'ai été complètement happé là-dedans, en me disant oh putain, il faut que je fasse des thunes. Ouais, si ça se trouve, je peux faire plus de thunes en fait en faisant ça qu'en faisant des vidéos. Évidemment que je peux faire plus de thunes quand je me dis ok putain ça fait, il y a des mecs qui font x10, je me dis ah putain vas-y, plutôt qu'au lieu de faire des vidéos, je vais aller investir en crypto tous les jours. Au final j'ai fait un peu ça, jusqu'à ce que je perde un peu mes thunes ou que j'achète des trucs et que je me dise bon maintenant que ça descend, parce qu'évidemment j'ai tout acheté au pire moment, hein. Enfin à l'époque c'est le pire moment. Si j'avais attendu 2-3 ans sur certaines bonnes cryptos comme le Bitcoin par exemple, j'aurais fait un net positif quand il était à 50 000 balles, tu vois. Mais et encore seulement si je vends, hein, parce qu'à nouveau tu gagnes que quand tu vends, hein, aussi, et on va pas se mentir. Mais j'ai toujours de la thune dans des cryptos de merde, des vieilles shitcoins de merde. Je crois qu'il me reste 1000 balles sur mon portefeuille, mais j'ose même plus aller regarder parce que je sais que j'ai juste perdu mes thunes. Et c'est juste la vérité en face de voir ça. En fait, c'est un bon rappel. Ça a été une leçon qui m'a coûté
Bah, presque 10 000 balles, parce que ces thunes, je vais jamais, enfin, peut-être je vais les retirer, tu vois. Il me semble que j'avais un Ether encore, qui a dû prendre un petit peu de valeur, c'est pour ça qu'il me reste un tout petit peu de thunes. Mais sinon, c'est des shitcoins qui sont tombés dans les abysses de la valorisation boursière globale de la crypto. Oh, sa mère. Ça me fait rire aujourd'hui, parce que, bon, aujourd'hui, dans le grand espace des choses, ces 10 000 balles me semblent heureusement plus insignifiants qu'à l'époque, tu vois. Et ça, c'est grâce à mon travail de création de valeur sur moi, que j'ai construit en échange, quand j'ai arrêté, hein, parce que j'ai fait ça pendant 2-3 mois, et puis après je me suis dit non mais en fait, est-ce que c'est vraiment un bon investissement que de passer mes journées sur un forum, à essayer de gagner de l'argent, gagner 2 balles à la fin de la journée, faire x30, c'est très risqué. Est-ce que je construis quelque chose de stable, de solide, de effet cumulé, tout? Ouais, non, non. Je me suis dit tiens, je vais peut-être plutôt continuer à faire des vidéos et arrêter de suivre le cours de toutes ces cryptos. Évidemment, chacun sa situation, etc. Il n'y a pas de mal à investir en crypto, il n'y a pas de mal à vouloir faire des thunes dessus. Je dis juste que c'est assez risqué et puis que c'est une bonne chose d'évaluer ses options. Mais bon, je ne vais pas faire 14 disclaimers comme j'ai fait dans l'épisode précédent. Fais gaffe quand tu investis ta thune et je pense que tu ferais mieux de l'investir en toi. Moi, j'ai décidé de l'investir en moi, dans mon business, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes compétences. Beaucoup. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis très content, en fait, de l'avoir fait. Et je vais à nouveau d'enfoncer une putain de porte ouverte parce que ça me tient à cœur, tu vois. C'est le meilleur investissement, en fait. Soi-même, c'est le meilleur putain d'investissement. Il n'y a pas d'indice de marché, il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de crash boursier, d'événements géopolitiques ou quoi que ce soit d'autre que je ne contrôle absolument pas, qui pourra me faire perdre 30% de ma valeur en une journée, comme pour une putain de crypto dans laquelle j'ai investi. En fait, si Elon Musk, il tweet un truc comme quoi ma crypto pue la merde, ou alors que la crypto dans l'ensemble pue la merde, et hop, bah moi je perds mon argent instantanément. Le mec il tweet, et moi je perds des thunes. Je perds de la valeur, tu vois. Ma valeur diminue. La valeur de ma crypto diminue. Par contre, Elon Musk, il peut tweeter tout ce qu'il veut, le gouvernement, les crises économiques et les météorites, les météorites, c'est... Les météorites, c'est peut-être autre chose. Bon, je m'incline devant la puissance de la nature cosmique. Mais il y a énormément de choses, en fait, qui peuvent se produire. Et ça ne va jamais arbitrairement dévaluer mon corps, mon esprit, mes compétences. En fait, c'est le cheat code du game. Voilà, je pose ça là, le cheat code du game. Et peut-être même pour faire de l'argent à long terme, eh bien, investir en soi. Parce que ça, c'est une forme de valeur indestructible sous différentes formes, comme je l'ai mentionné avant. Je vais pas, voilà, je m'arrête là, mais c'est parce que ça me tient à cœur. D'autant plus quand je parle d'argent pendant autant d'épisodes à la suite, tu sais, moi l'argent c'est pas une première passion et c'est quelque chose de très important à comprendre, à utiliser. Et il faut pas du tout démoniser l'argent. Moi je suis pas du tout de ce camp-là. L'argent c'est très bien. Je trouve ça très stylé. Faut juste savoir, faut juste poser certaines questions et puis bref, chacun sa relation avec l'argent, comme je l'ai mentionné. Mais bref, investir en toi plutôt que d'investir en crypto, putain, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Bref, pour en revenir sur le pile ou face, parce qu'en fait, on est en train de parler d'un livre aussi et tout. Putain, j'ai l'impression que ça fait des heures que je parle. Ça fait à peu près 1h30. Je sais pas si je vais pouvoir aborder le dernier chapitre dans cet épisode, parce que bordel de merde, qu'est-ce que c'est long. Mais aux dernières nouvelles, ça ne dérange pas que ça soit long. Donc si c'est le cas, n'hésite pas, tu peux me le dire. Si ça te plaît et que tu en veux autant qu'il y en a, tant que la valeur est élevée, je fais de mon mieux. Mais où est-ce que j'en étais? Oui, pour en revenir sur le pile ou face, c'est pas grave de rater. Mieux que ça, c'est normal. Pour résumer un peu ce putain de chapitre où on te dit que en fait, il y a que une fois sur 100 que ça va marcher, il faut faire en sorte de pouvoir s'offrir l'opportunité d'atteindre ce centième essai qui pourrait s'avérer à succès et qui pourrait contrebalancer, on l'espère, c'est le principe souvent, les 99 autres échecs qu'il y a pu y avoir pour amener à ce succès. Tu vois, un temps, j'ai tenté une centaine de façons différentes de prendre du muscle, de perdre du gras et de prendre le contrôle sur l'apparence de mon corps. Sans, j'exagère un petit peu, mais même j'en ai parlé dans ma vidéo transformation, la dernière, d'il y a quelques mois sur ma chaîne. J'en ai testé des programmes à la con, des trucs à gauche à droite, la pilule magique, le secret, tout ça.
Tout y est passé, beaucoup de programmes qui me vendaient les secrets qu'on m'avait jamais dit, tu vois. Ces 100 trucs, ils ont foiré plus ou moins, mais le 101e, ça a été le bon. Finalement, j'ai compris, et c'est bien ça qui a tout changé ensuite et qui a contrebalancé pour tout le reste. Aujourd'hui, je suis trop content dans mon corps, je suis content de l'apparence de mon corps. C'est pour ça que je suis passé au-delà de ça, parce que tu vois, je suis satisfait. Donc c'est pour ça que je suis allé chercher de la performance. Maintenant, j'ai fait de la force. Maintenant, j'ai envie de faire de l'endurance. Moi, je veux tout, tu vois. Je veux tout. J'ai pas envie de me... Pourquoi ne pas vouloir avoir tout ça? Alors ça, c'est un autre débat, mais moi, j'ai envie d'avoir un corps fort, endurant, mobile. Je vois pas pourquoi j'arrêterais avant, en fait. Je trouve ça juste... je trouve pas de contre-argument suffisamment pertinent à mes yeux. C'est une autre question. Mais c'est pour dire que là, aujourd'hui, vu que je suis satisfait de ça, je regrette pas de m'être pété la gueule 99 fois. Ça a effacé cela depuis longtemps, parce que la 101e fois, ça a été la bonne, et j'ai compris, mais ça a fonctionné, et je me suis plus dedans, et je me suis dit, en plus, c'était gratifiant de me dire, je me suis cassé la gueule un bon moment, ça a été frustrant, je me suis dit que je pourrais pas y arriver, je me suis dit que c'était impossible, à un moment donné, mais j'ai quand même pas arrêté. Ça doit vouloir dire qu'au fond de moi, j'y croyais quand même, j'y croyais encore, tu vois. Et putain, j'ai bien fait d'y croire, voilà, pour résumer le truc, tu vois. Donc bon, ça peut sembler être de l'encouragement et du dev perso à 2 balles, de dire « never give up », never quit. Relève-toi et bats-toi encore. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ah, mais tous ces trucs, c'est pas de la merde. Enfin, c'est pas de la merde. On peut les tourner en ridicule parce qu'on les a trop dit ou parce qu'on les a trop mis sur des photos bizarres de citations Instagram un peu gnangnan comme ça. Mais c'est vrai. Donc j'ai envie d'en rappeler quelques-unes. Pourquoi ? Parce que c'est cool. Déjà une que j'avais entendue et que je trouvais sympa parce que c'est la vérité. Et la vérité historique, justement, peut être intéressante à motiver. C'est pas juste des phrases en mode relève-toi, tout ça. C'est Thomas Edison, un des pionniers de l'électricité et de l'ampoule électrique, qui aurait dit, voilà, citation, j'étais pas là quand il l'a dit, donc source, crois-moi, source, crois Internet. Il a dit « I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work ». J'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. Et évidemment, le mec a réussi après. Pourquoi ? Parce que ceux qui n'ont pas réussi, on s'en bat les couilles de leur citation. Malheureusement, ça s'appelle le biais du survivant. Je ferai un épisode sur les biais une fois parce que je trouve ça particulièrement stylé, les biais psychologiques. J'en fais référence régulièrement dans ces podcasts. C'est un truc que j'ai étudié aussi dans mes cours. J'ai eu 1 ou 2 cours là-dessus. Quoique pas trop, non. Mais si je devais refaire mes études aujourd'hui, je pense que je ferais de la psycho. Ou alors je pourrais le refaire quand même. Allez, c'est parti, je m'inscris à nouveau à l'Uni. De toute façon, j'ai le temps, c'est bon, j'ai pas de travail, j'ai pas de métier, c'est bon. Vas-y, je retourne à l'Uni, je vais aller faire un master en psycho. Non, je préfère m'éduquer tout seul avec des livres, des vidéos et tout ça. Tout ça pour dire... Les biais, voilà, c'est stylé, il a dit ça, il a réussi, donc forcément, ça va marcher pour tout le monde. Non, il n'empêche que pour lui, si c'était arrêté à 10 000, il aurait foiré. Donc j'ai envie de terminer avec une autre phrase du genre qui, pour le coup, est terriblement vraie et réelle. Ça vient pas du livre, c'est aussi un truc que j'ai entendu et que je crois que je l'ai déjà plus ou moins mentionné dans cet épisode qui commence à devenir long. C'est un truc qui m'avait parlé, et oui, je l'ai mentionné au début de l'épisode. En anglais, ça donne un truc du style « You will always miss 100% of the shots that you don't take ». Tu rateras toujours 100% des essais que tu ne tentes pas. C'est con, mais dans ce monde, et dans cet épisode, et dans cette série d'épisodes sur le risque, l'argent, le rendement, mes couilles, tout ça, des 100% garantis, on n'en a pas vu beaucoup. Il y a souvent le 0,0001% que l'apocalypse et la météorite et le beurre de cacahuètes et s'en coupler sur soi-même, ça se produit, tu vois. Et là, on a du 100%. Parce que j'ai envie de terminer cet épisode, probablement, parce que, désolé, je pense que je vais faire que 2 commandements psychologiques dans cet épisode, bordel de merde, parce que c'est encore un épisode qui fait 1h30, et que je pourrais parler pendant 3 heures, mais je sais que, voilà, c'est pas rentable, autant faire 2 épisodes d'1h30, tu vois, là, quand même, faut pas abuser. Même si j'aime bien parler et que j'adore parler de ça, et que je trouve ça trop stylé. Il n'empêche que là, on va s'arrêter sur une belle lueur d'espoir, 100%, des garanties. Je vais te poser 2 garanties, là. On va s'arrêter sur un truc bien sympa, bien
bien feel good comme ça, bah en fait, t'es sûr et certain de te rater. Alors c'est un peu négatif, désolé, mais tu es sûr et certain de te rater si tu n'essayes pas. T'es sûr et certain de te foirer. Ça, c'est une garantie. Tu peux essayer autant que tu veux, t'auras jamais la garantie que ça va marcher, parce que si ça se trouve, 10 000 fois, ça sera pas suffisant, tu vois. La preuve, apparemment, il y en a qui ont fait des trucs 10 000 fois de suite et qui se sont toujours foirés, sauf qu'ils ont quand même continué. Ils ont pas vendu, ils ont donc pas perdu. Le cours a continué de descendre, ils ont continué de se prendre échec après échec, setback after setback, et de quand même se dire, bon allez, je vais essayer une fois de plus. On sait jamais, ça se trouve c'est celle-là. Bah c'est pas pour rien que c'est quand même ces mecs ou ces personnes qui au final ont eu quelque chose à dire, ont eu quelque chose à prouver, ont eu quelque chose qui ont duré plus longtemps qu'elles-mêmes derrière. C'est que bah voilà, force est de constater, hein, ça veut pas dire qu'on doit tous inventer l'électricité, loin de là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si on n'essaye pas, on va pas inventer l'électricité. Et ça évidemment ça marche pour quoi que ce soit d'autre dans la vie. Donc let's go. Pondère tes options, mesure les risques, les pires scénarios, planifie un peu ce qui est essentiel de planifier, et puis ensuite, vas-y, let's go, on met les mains dans la merde, tous ensemble, on retourne la merde 47 fois de suite, jusqu'à ce que finalement, peut-être, on va trouver une petite pépite d'or. Peut-être que ça sera 470 fois, peut-être que ça sera 10 200, qu'on va abandonner à 10 200, parce qu'en fait, on en a marre, on en a marre de retourner la merde, et on va faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer, qu'il faut s'obstiner jusqu'à ce que ça marche. Il faut continuellement se poser la question, remettre en question, se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je retourne la merde encore? Pourquoi est-ce que ça fait toujours du sens aujourd'hui, après 10 000 essais? Est-ce que ça ferait pas du sens pour moi de faire autre chose? Bah peut-être, parfois ça foire. Il faut pouvoir accepter ça, c'est pour ça que ça peut être bien de planifier sur qu'est-ce qu'on fait si ça foire. Bah si ça foire, après 10 200 essais, je serais peut-être quand même un des meilleurs retourneurs de merde du game. Alors, est-ce que je peux valoriser ça dans la société, sur le marché, d'une façon ou d'une autre? Je sais pas. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Peut-être que les chercheurs d'or, justement, investissaient leur temps et leur énergie. Bon, à l'époque, c'était pas du tout la même chose. Mais aujourd'hui, aller dans une rivière pour tamiser le sable et essayer de trouver de l'or, je pense que c'est pas un bon... C'est pas une bonne activité. C'est pas très rentable, on sera d'accord. Donc, devenir le meilleur tamiseur du game, aujourd'hui, ça a moins de valeur. Donc, il faut évidemment rester un peu intelligent, logique et tout. Mais ça n'empêche que, de toute façon, on aura appris des trucs. Si t'essayes de faire quelque chose, ça fonctionne pas, tu te pètes la gueule, tu recommences, ça foire. T'as appris des trucs, surtout si tu décides de le voir comme ça. Et ouais. Oui, j'avais dit que je voulais terminer sur un deuxième truc à 100%. Et celui-là, il est vraiment positif. Une note importante, c'est que dans le sport, c'est pas pareil à nouveau. À chaque pompe que tu fais, tu obtiens directement et avec 100% de chance tous les résultats du fait d'avoir fait une pompe. C'est pas je fais des pompes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui marche, tu comprends? C'est je fais des pompes, je fais du sport, je vais courir, je vais à l'escalade, je fais de la gym, de la danse, de la natation, on s'en fout de ce que tu fais. À chaque fois que tu y vas, que tu passes 1 minute, que tu fais une répétition, que tu mets tes chaussures pour aller courir 2 minutes et revenir derrière, t'as gagné en fait. À chaque fois que t'as fait ça, t'as gagné. Ton investissement en temps, en énergie, en effort, il paye à chaque fois. Et ça, encore plus dans le sport, typiquement, ça va affecter ton corps, ça va affecter ton putain de cerveau aussi, ta confiance en toi. Et ça, c'est 100%. Rendement garanti. Retour sur investissement positif garanti à chaque fois qu'on essaye. Et ça, c'est tellement incroyable que j'en reviens pas, que tellement de personnes ne semblent pas profiter de cet investissement absolument incroyable. Et là, je parle évidemment que des personnes qui pourraient se le permettre. Évidemment, on ne peut pas tous se permettre de passer ces journées à faire des pompes. Voilà, à un moment donné, manger, c'est plus important que de faire des pompes. Au-delà de ça, et c'est une image, évidemment, faire une pompe. Putain, let's go faire des pompes, quoi. Go faire des pompes. Je ne vois pas de contre-argument à nouveau. Je ne vois pas. Et personne n'a de contre-argument. Tout le monde est d'accord en plus à ce niveau-là. Et je vais faire un parallèle avec l'argent parce que c'est quand même le but. On parle pas de sport là, mine de rien. 30 balles par mois pour une salle et du matos. 0 balles par mois si tu fais des pompes chez toi. C'est des investissements de taré. Par contre, il faut payer en transpiration et en effort. Et ouais, si c'était facile, bah voilà, ça n'aurait pas autant de valeur.
Et je me permets de dire ça, pourquoi ? Parce que je fais quand même du sport. Je fais du sport, si jamais, on savait pas, je me sens un tout petit peu légitime de parler de sport des fois, ou de parler d'aller faire des répétitions, parce que j'en ai fait quand même des pompes. Et en plus, maintenant, je cours. Ça fait 8 mois que je cours. Et je trouve ça trop stylé. Franchement, je suis allé courir hier, j'étais trop chaud, j'ai fait mes 8 km, il faisait 28 degrés, j'ai pris le soleil, à la fin j'étais fier de moi, j'étais transpirant, j'avais des moucherons partout sur la gueule, et j'en avais avalé un bon paquet, mais j'ai eu un retour sur investissement garanti 100%. Voilà, donc ça peut être gratuit, ça peut être mettre un peu de temps et d'argent dans un abonnement pour une salle, pour pouvoir aller jouer en club, faire quoi que ce soit. Ça peut être un programme qui t'accompagne au poids du corps et en street workout pour bénéficier de l'expertise de quelqu'un d'autre, en l'occurrence moi, si tu penses qu'elle a de la valeur. Tu peux aller sur ericflag.com et prendre un programme. C'est des mois de suivi, des mois de programme, des mois de vidéos pour un investissement de moins de 100 € qui, en fait, va te dire exactement ce que tu dois faire. Donc, tu n'as plus qu'à faire. Il n'y a plus que la transpiration à mettre. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de faire mal. Moi, quand j'ai couru un marathon, j'ai demandé à un coach de m'aider, en fait, pour que ça soit plus rentable. Ça valait le coup d'investir de l'argent dans un coach pour que ça marche, même si pour le coup j'ai pas payé en argent parce que c'est un collègue, on s'entend bien et c'est donnant, tu vois. On a payé d'une façon différente, mais ça peut payer des dividendes monstrueux. C'est vraiment le genre de choses qui te permet d'avoir le plus de rendement garanti dans ta vie par rapport à ce que ça coûte financièrement. Voilà. Porte, là la porte elle est défoncée, les charnières sont explosées, je viens d'enculer le cadre. Oh putain, je suis vulgaire, je suis désolé. Je viens de défoncer le cadre de la porte tellement j'ai enfoncé une porte qui était déjà ouverte. Mais ça me tient à cœur de passer ce genre de message parce que je pense aussi que si j'avais entendu ça plus tôt, peut-être que... Enfin, moi, je regrette rien dans ma vie aujourd'hui, tu vois, mais force est de constater que dans mon parcours duquel je ne regrette pas grand-chose aujourd'hui, j'ai écouté les conseils d'autres personnes qui ont façonné mon parcours, qui m'ont permis de ne pas faire des erreurs. Et c'est grâce à d'autres retours d'expérience dans le passé que j'ai pu mieux avancer. Par exemple, je me suis fait coacher pour le marathon. Le mec, il avait des compétences, Nico de Running Addict. Il avait des compétences qui, lui, ça lui a pris 20 ans de les avoir et j'ai pu en bénéficier. Bla, bla, bli, bla, blou. Voilà. Sur ces mots particulièrement sensés, ça me fait penser à Friends, quand Joey il essaye d'apprendre l'espagnol. Bli, bla, blou, blou. C'est drôle ça, c'est drôle. Je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Putain, j'avais prévu un 7e commandement. On allait parler de liberté. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter ici pour cet épisode, parce qu'en fait, il est putain de long à nouveau. Va voter en sondage pour le prochain épisode, parce que j'ai encore des épisodes sur l'argent, mais on peut faire une pause. Là, j'en ai fait 3 de suite en épisode solo. On peut faire une pause, je peux parler d'autres choses s'il y a d'autres sujets que tu as envie de voir un petit peu plus. Je risque de faire une petite pause et je reviendrai dessus, mais va me donner ton avis pour les prochains épisodes. Vas-y, implique-toi dans le podcast un petit peu plus, si le cœur t'en dit, hein, évidemment. Profites-en pour poser 5 étoiles pendant que tu y es, parce que là, ça va être le moment de sortir ton téléphone pour mettre de la musique ou changer de podcast ou, je sais pas, terminer ce que tu étais en train de faire. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention, ça fait extrêmement plaisir. Code EricFlag sur myprotein.fr si tu veux acheter des compléments ou des vêtements de sport et que tu veux soutenir mon travail et ce podcast. Et l'épisode hebdomadaire de ce podcast qui peut te suivre toutes les semaines. C'est avec grand plaisir. ericflag.com pour les programmes, les équipements. Merci de fou. On se retrouve dimanche prochain. Je t'avais dit que... Oh putain, je l'ai bien aimé moi ce podcast. J'ai bien aimé cet épisode parce que j'étais dans un bon mood, une bonne énergie. Ça me plaît. Ça me plaît de faire des podcasts. Et j'ai envie de continuer de faire ce qui me plaît. Et ça fait justement partie d'une certaine liberté que l'argent peut permettre. On en parlera en temps et en heure dans un prochain épisode où on parlera de tunas et de psychologie parce que on aime tout ce qui se réfère au développement de soi global. Merci pour ton temps, ton attention. N'oublie pas de réfléchir par rapport à toi. Je te donne mon avis. Ce qui est important, c'est pas de consommer ça de façon purement divertissante, à mon sens. C'est de te poser des questions suffisamment, assez, profondément ou pas. C'est toi qui décides, c'est toi qui as le contrôle. On a le contrôle sur tellement de trucs. Putain, prenons-le.
Et voilà, formons-nous des opinions, des avis, des compétences, des relations stylées avec les gens autour de soi. C'est the name of the game. Je m'arrête là, ça fait déjà beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.